Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver sur votre média de proximité et sur Asport pour vivre ensemble les finales des championnats de Belgique 2026 d'escrime. Place aux compétitions de fleuret et de sabre aujourd'hui dédiées aux hommes et aux dames. Les compétitions et les finales épées se sont déroulées ce samedi. On y reviendra dans un instant. Pour vous faire vivre ce rendez-vous, je ne serai évidemment pas tout seul. Je serai accompagné d'une pointure de l'escrime belge, Marc Pichon, 10 fois champion de Belgique. Marc a également des résultats marquants sur la scène européenne, des 8e, 9e places, 15e aux mondiaux de Leipzig en 2005, 2e au championnat d'Europe par équipe également, ou encore une 3e place en Coupe du Monde. Bonjour Marc, merci d'être avec nous. Bonjour, enchanté, c'est un plaisir. Alors Marc, nous sommes ici au centre sportif de l'Ornaud à Gembloux. C'est le cercle d'escrime Les Trois Armes, le club local qui organise à nouveau ces compétitions. C'est déjà la 12e fois depuis 2011. C'est devenu un peu le club référent pour l'organisation de ces championnats nationaux. Oui, tout à fait. Le club de Gembloux des Trois Armes organise ces championnats de Belgique depuis de nombreuses années. Ils ont acquis énormément d'expérience. On voit que ça tourne comme sur des roulettes. La cheville ouvrière principale, Eric Hendricks, a une expérience incroyable en termes de gestion de compétition. Et derrière lui, toute une série de bénévoles qui aident à l'installation, on le voit encore maintenant d'ailleurs, à l'installation du matériel, des pistes, des box pour les arbitres, pour les tireurs. Donc tout ça est vraiment bien organisé par le Club des Trois Armes. 259 tireurs présents au rendez-vous tout ce week-end. Ça signifie que l'escrime se porte bien aujourd'hui en Belgique ? Oui, je pense que c'est une belle quantité de tireurs sur ce week-end des championnats de Belgique. Je pense que c'est un record sur ces dernières années. On voit que tant du côté francophone que du côté néerlandophone, le nombre d'affiliés dans les fédérations régionales tend à augmenter et si pas augmenter, très stable. Donc ça, c'est intéressant. À nous maintenant, en termes de fédération, de politique sportive, de dynamiser le tout pour faire en sorte qu'il y ait encore plus d'affiliés dans les clubs et que la qualité du travail réalisé en club augmente également. Alors, au-delà de Marc et de moi-même, nous aurons également des interviews en bord de piste après les différents assauts. Et ce sera notre collègue Émile Herman qui sera présent pour interviewer, recueillir les impressions à chaud des finalistes. Émile, on aura donc du beau monde aujourd'hui sur les pistes et on l'espère évidemment, des véritables assauts de qualité. Vous serez en tout cas là pour recueillir les impressions. Effectivement, Thomas, on sera ici en bord de terrain pour récolter les premières impressions des athlètes et vous faire vivre ces championnats de Belgique au plus près. Alors, avant de plonger dans ces finales, je vous propose de poser les bases un peu de l'escrime, un sujet pour comprendre les trois armes, l'épée, le fleuret et le sabre, avec les règles qui leur sont appropriées, des règles de priorité, des zones valables et des surfaces des armes autorisées pour toucher son adversaire. C'est un sujet concocté par Quentin Berger et Thomas Matelard. En escrime, il y a trois armes. Il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Alors, chaque arme a ses spécificités, chaque arme est différente. On va prendre le sabre, c'est l'ancienne arme de la cavalerie. Donc, il faut s'imaginer qu'on peut toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture, puisque les gens étaient à cheval, donc on ne pouvait pas toucher leurs jambes, tout ce qui est au-dessus de la ceinture. On peut toucher de la pointe, quand on chargeait, mais aussi du tranchant et du contre-tranchant. Et c'est une arme avec une convention. Donc, pour avoir le point, il faut attaquer. Si j'attaque le premier, l'autre est obligé de se défendre. La deuxième arme, c'est l'épée. L'épée, c'est l'ancienne arme du duel. Donc, dans les mousquetaires, les d'Artagnan, du temps de Capet d'épée. Donc, c'est le premier qui touchait l'adversaire qui avait gagné, puisqu'il avait blessé ou tué son adversaire. Donc, cette arme-là, on peut toucher de la tête aux pieds. Toute la surface est valable. Il n'y a pas de convention, c'est le premier qui touche l'autre qui a raison. Si on touche tous les deux en même temps, les deux lampes s'allument, c'est un point chacun. Et on ne peut toucher qu'avec la pointe. On ne peut toucher qu'avec la pointe. Et la dernière arme, c'est le fleuret, qui, elle, est une arme d'étude. Donc ça, c'était la noblesse qui apprenait dans les belles salles d'armes. Et là, on ne peut toucher que la poitrine et le dos. Tout le reste des autres cibles, c'est appelé non valable, ce n'est pas bon. Et on ne peut également toucher que de la pointe.
quand un jeune arrive ou quand quelqu'un débarque dans une salle d'armes, alors bien souvent, il essaye un peu les trois. Et en fonction de son caractère, en fonction de sa façon de combattre, par exemple, au sabre, il faut être beaucoup plus vif, plus rapide. Les matchs se déroulent en quelques secondes, les touches sont données. Tandis qu'à l'épée au fleuret, il faut un peu plus se concentrer, un peu plus découvrir les tactiques de l'adversaire. À l'épée, forcément, pour toucher l'autre sans être touché, puisque si on touche tous les deux, on est blessé tous les deux ou on est mort, donc on a un point chacun. Et au fleuret, comme c'est une arme technique, c'est la plus technique des trois, donc il faut vraiment travailler, trouver la faille dans la défense adverse. Je pense qu'au sabre, c'est vraiment l'explosivité, la vitesse de réaction qui doit être très très importante au hangar prêt à aller. À l'épée, c'est vraiment plus attentiste pour trouver la faille. Les matchs durent beaucoup plus longtemps. On regarde pour vraiment trouver le petit endroit où je peux toucher mon adversaire. Et au fleuret, c'est l'arme où il faut vraiment travailler, regarder ce qui se passe et puis attaquer. Et là, il faut l'explosivité. Dans les deux armes où il faut toucher de la pointe, l'arbitre doit mettre un poids. À quoi sert ce poids? À l'intérieur de la pointe, il y a un petit ressort qui repousse un poids. À l'épée, le poids est de 750 grammes. Donc l'arbitre met le poids dessus, il pousse dessus, la lampe s'allume et puis dès qu'il relâche, la lampe doit s'éteindre. Le petit ressort doit repousser 750 grammes. C'est-à-dire que si j'effleure, je ne parviens pas à toucher. Donc il faut 750 grammes pour toucher. Au fleuret, c'est un poids de 500 grammes. C'est le même principe. L'arbitre enfonce. Quand il relâche, la lampe doit s'éteindre en fait. En cliquant sur horaire. Donc voilà pour ce sujet explicatif concernant les trois armes. Alors Marc, on l'a mentionné en ouverture, évidemment hier, compétition dédiée à l'épée chez les hommes et chez les dames, avec des absences de Marc dans cette arme, celle de notre Olympien, Nesser Loyola, 8e au JO de Paris, et celle de Aube Van Dingenen, elle aussi, en compétition à Astana, au Kazakhstan, tous les deux en manche de Coupe du Monde. Oui, tout à fait. C'est évidemment dommage de ne pas avoir ces tireurs d'élite au championnat de Belgique. Mais les calendriers sont tellement compliqués avec des calendriers nationaux. Par exemple, l'octroi des championnats de Belgique est décidé 2 ans à l'avance, alors que nous obtenons les calendriers internationaux que quelques mois avant le début de la nouvelle saison. Et on se retrouve parfois avec des conflits de dates tels que celui de ce week-end, avec effectivement une Coupe du Monde à Astana, au Kazakhstan, et un championnat de Belgique ici à Gembloux le même week-end. C'est un choix pour les tireurs qui n'est pas toujours évident à gérer. Je pense que pour ceux qui font de l'international, évidemment, l'orientation se fait vers la compétition de Coupe du Monde de ce week-end-ci. Je crois que des championnats de Belgique, ils pourront encore en tirer dans le futur. La qualification olympique, on n'y est pas encore, mais c'est se mettre dans les starting blocks. Donc il faut déjà être performant dès cette saison pour démarrer la sélection olympique dans les meilleures conditions. Alors qu'on le voit à l'antenne pour l'instant, les finales débuteront à 15h30. Donc les finales commenceront par le sabre dame et le fleuret dame, suivi ensuite du fleuret messieurs et du sabre messieurs. Là, nous sommes sur les demi-finales messieurs en fleuret avec un match. C'est une finale avant l'heure, hein, on peut le dire. C'était la finale de l'an dernier entre les deux Steph De Greef et Steph Van Kampenhout. Oui. C'est un peu surprenant de les retrouver en demi-finale, mais c'est suite à leur résultat obtenu ce matin en phase de poule. Exactement, donc c'est pas surprenant. Je dirais que les 4 meilleurs sur papier sont en demi-finale, c'est-à-dire les deux Steph d'un côté, Oscar Goedver et Mathieu Neis de l'autre. Leur position dans le tableau a été définie suite au tour préliminaire de ce matin, le tour de poule. Ils ont tout gagné et en fait la différence se fait sur le nombre de touches reçues. Et à ce petit jeu, Steph De Greef était un petit peu moins bien classé que les autres. Mais on voit que les scores sont, en tout cas du côté des deux Steph, c'est 11-10, c'est très serré. Ouais, Mathieu et Oscar, Mathieu a pris un petit peu d'ascendant, mène 13-7. Ça va être compliqué, je pense, pour Oscar de remonter, mais on ne sait jamais. En escrime, je dirais que tout est possible tant que la 15e touche n'a pas été portée. Avec évidemment 4 tireurs qui se connaissent à merveille.
Ce sont les 4 fantastiques de notre équipe nationale de fleuret. À quoi il faut ajouter un tireur comme Victor Leinen-Dubus, qui est le premier réserviste. Et au-delà de ça, les 2 Steph sont dans le même club, le club de Bruxelles, alors que Mathieu et Oscar évoluent ici même à Gembloux au sein du cercle d'escrime les 3 armes, et ils se connaissent évidemment sur le bout des doigts. Oui, ce sont 4 partenaires d'entraînement, tant Mathieu qu'Oscar, même s'ils sont ici du club des 3 armes, vivent à Bruxelles et s'entraînent essentiellement également au Brussels Fencing Club avec les 2 Steph. Donc en fait, ils se voient, je crois qu'ils voient plus souvent leurs partenaires d'entraînement que leurs propres compagnes. Oui, alors qu'il faut aussi le mentionner, on en a discuté un peu avec Eric Hendricks, qui est maître d'armes ici au cercle d'escrime les 3 armes de Gembloux. Ils s'entraînent également régulièrement ensemble, en dehors de l'équipe nationale. Il faut savoir que les 2 Steph De Greef et Steph Van Kampenhout, viennent régulièrement sur Gembloux pour s'entraîner avec Mathieu et Oscar. Et alors, c'est un point essentiel, je pense, aussi de transmission vers les jeunes pour l'avenir. Il faut savoir qu'ici, au club Gembloutois, ils imposent notamment à leurs tireurs, on va dire tireurs de l'élite, de pouvoir accorder une demi-heure en fin d'entraînement, une fois par semaine, accorder une demi-heure de leur temps envers les jeunes pour leur permettre de grandir, d'apprendre. Et les 2 Steph se plient au jeu également de cet apprentissage envers les jeunes. C'est aussi ça la transmission. Oui, c'est ça la transmission, les connaissances, l'expérience. Ce sont les meilleurs tireurs belges au fleuret. Je pense que les plus jeunes les regardent avec des grands yeux, mais le fait qu'ils se mettent à leur niveau et qu'ils acceptent de leur donner, de partager toute leur connaissance, leur savoir, leur donner des petits conseils. Je crois que c'est vraiment très bien perçu par la communauté, par les sportifs en tant que tels, mais par la communauté. Et je pense honnêtement qu'ils font ça avec beaucoup de plaisir. Alors qu'on l'entend, le cri de joie de Mathieu Naes, premier qualifié en fleuret messieurs pour la finale, victoire 15-11. Face donc à son partenaire Oscar Goedver. Mathieu Naes qui a donc pris l'ascendant, peut-être davantage d'expérience pour Mathieu, même si Oscar devient aussi un habitué des grands rendez-vous. Même Oscar est absent, notamment l'année dernière lors de ces championnats de Belgique. Exactement. Il était blessé. Oui, ce sont des tireurs qui ont un niveau au-dessus des autres. Après, quand ils se rencontrent l'un l'autre, effectivement, ça peut être tourné dans un sens ou dans l'autre. L'année passée, effectivement, Oscar était blessé, petite douleur aux ischios. Mais depuis, il est revenu, tout est en ordre. Je vois que d'ailleurs qu'il commence la présentation du sabre d'âme. Oui, tout à fait. Avec Jolien Kortein. Jolien Kortein, grandissime favorite. Évidemment, elle sera confrontée à une ancienne compatriote, on va dire ça, de coéquipière. Tout à fait. Donc, tout à fait. On a Charlotte Ross. Charlotte Ross est du club des Clowarts. Jolien est maintenant affiliée au club du LMC, mais dans le passé faisait partie du club du Clowarts. Et donc, elle s'entraînait régulièrement ensemble. Entre-temps, Jolien était partie aux États-Unis pour s'entraîner en compagnie de son papa, qui était entraîneur là-bas, Paul Kortein. Tout d'abord à Dallas et puis par après à Washington. Mais depuis quelques semaines, ils ont décidé de revenir en Belgique. Je vois que le score, la demi-finale entre les 2 Steph, ça devient extrêmement serré. On est à 14-13, alors que Steph De Greef menait 14-11. Donc là, il va falloir pour lui arriver à gérer ses émotions. Ces dernières années, il avait perdu contre Steph Van Kampenhout. Et là, on est à 14-14. La touche pour Steph Van Kampenhout qui revient. Espérons que ça va se terminer avant le début du match de la finale du sabre d'âme. Alors que, on le rappelle, c'est le premier à 15. Et victoire de Steph De Greef, 15-14, sur une contre-attaque. Sur une contre-attaque, c'est Steph Van Kampenhout qui a joué son va-tout, qui a tenté d'attaquer. Ça n'a pas porté ses fruits. Et c'est donc Steph De Greef qui rejoint Mathieu Naes
en finale du fleuret, messieurs, alors que le match entre Charlotte Ross et Yoline Kortein va débuter. La grandissime favorite, c'est Yoline Kortein qui inscrit d'ailleurs le premier point de cet assaut. Elle est 124e mondiale, Yoline Kortein. Championne d'Europe U23 il y a en 2024, c'était à Antalya. Il y a 2 ans. 5e au championnat du monde militaire en 2025. 4e aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018. 23e aux Jeux européens de Cracovie en 2023. Un palmarès incroyable. Déjà 4 titres de championne de Belgique, 2020, 22, 23, 25, 24 ans pour Yoline Kortein, aujourd'hui affiliée à Ciney. Exactement, au Mousquetaire. Et là, elle domine vraiment la rencontre, ce début de match 5-0. Il y a un petit peu tout l'arsenal qui est proposé, des actions directes comme celle-ci, une attaque de droite de Yoline directement portée. Il va falloir que Charlotte, si elle veut opposer un petit peu plus de jeu, développer des jeux de parade, d'utiliser sa lame pour éviter d'être touchée, parce que pour l'instant, sur le jeu de distance, elle est vraiment dominée. 7-0. 7-0, effectivement. Une finale qui, pour l'instant, est très rapide, à sens unique. On ne va pas se mentir. Alors, on l'a dit dans le sujet, Eric Hendricks l'a très bien expliqué. Comme au fleuret, on applique la priorité en cas de double touche. Et ici, c'est une particularité, par contre, pour le sabre, avec une pause lorsque le premier tireur ou la première tireuse arrive à 8 points. Il y a une pause. Pour quelle raison ? En fait, le sabre est une arme qui est très 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 rapide. Dans les autres armes, dans les matchs en 15 touches d'élimination, c'est 3 fois 3 minutes avec 1 minute de pause après chaque tiers-temps. Mais au sabre, en fait, ça va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps d'avoir 3 minutes de jeu. Je pense qu'ici, si on regarde le chrono, c'est à peu près 30 secondes de temps d'action. Et donc, ils ont décidé, pour quand même pouvoir permettre un coaching de la part des entraîneurs, d'introduire une pause à 8, donc plus ou moins la moitié du résultat à obtenir des 15 touches, pour pouvoir permettre un échange avec l'athlète. Alors, comme au fleuret, on l'a dit, on applique la priorité en cas de double touche. Donc, c'est celui qui attaque qui a la priorité. Et pour reprendre la main, il faut bloquer cette attaque et parer la lame adverse. Je vais y arriver. Ce qu'on appelle un peu la parade riposte, je pense, dans le jargon de l'escrime. Et puis, vous l'avez dit, c'est techniquement l'arme la plus explosive, où les attaques se multiplient. Ouais. Ici, au sabre féminin, on voit beaucoup plus de situations où il y a des allers-retours. On le verra tout à l'heure sur le sabre masculin. Ça va encore plus vite. Et ici, on a une athlète comme Charlotte Ross qui doit absolument reprendre l'initiative après l'attaque offensive, l'action offensive de son adversaire. Elle doit utiliser sa lame, mais ici, elle est en retard. Elle a tenté, elle est en retard, elle est touchée 10-0. C'est un petit peu dommage pour elle de subir ce score, mais je crois que pour elle, être en finale était déjà une belle performance. Ouais, 3e en 2025, Charlotte Ross, 7e en 24. Elle avait été championne de Belgique l'an dernier en U20. En moins de 20 ans. À 18 ans, encore très jeune. Charlotte Ross, elle qui évolue pour le club de Klauwarts. Tout à fait, dans la région de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Oui, tout à fait. Donc ici, de nouveau, une attaque de Yoline. Je pense que Charlotte est un peu débordée et ne voit plus trop ce qu'elle peut faire en termes d'action. Elle a une attaque, elle l'a portée, donc elle a débloqué le compteur, comme on dit. Ouais, ça va faire du bien. Parce qu'évidemment, encaisser un 15-0 là, pour le moral, c'est compliqué. Oui, 14. Mais Yoline fait vraiment partie du top mondial, elle l'a déjà montré par le passé. Et elle est un petit peu seule sur son île, sur le territoire belge. Elle était déjà dans le plus haut niveau mondial dans les catégories d'âge, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, en moins de 17 ans. En junior, elle a connu une petite baisse de régime. Elle a connu quelques petits soucis de santé à cette époque-là. Et en senior, elle est revenue avec ce titre de championne d'Europe en moins de 23 ans. La même année, elle avait terminé dans le tableau de 16. Voilà, c'est déjà terminé
pour cet assaut. Victoire facile aisée de Yoline Korteigne, aujourd'hui affiliée, on le répète, aux Mousquetaires Sinassiens, ancienne coéquipière de Charlotte Ross à Sint-Niklaas, le club de Klauartsa. Et donc victoire très facile, logique oui, pour Yoline Korteigne, originaire de Gand, et qui décroche là son 5e titre de championne de Belgique. Senior. Ouais, senior, parce qu'évidemment, si on doit commencer à donner le listing des titres chez les jeunes, je pense qu'on va y passer la fin de l'après-midi, certainement, avec Yoline Korteigne. Voilà, pas vraiment d'opposition, même si Charlotte Ross a fait ce qu'elle pouvait, évidemment, face à son ancienne partenaire, alors que Émile Hermand est déjà avec la championne de Belgique 2026, Yoline Korteigne, qui poursuit d'un an, donc qui prolonge son sacre d'une année supplémentaire. Et bien voilà, Émile, c'est à vous avec Yoline Korteigne. Oui, effectivement, je me trouve avec Yoline. Bravo Yoline pour cette finale. La stratégie, c'était vraiment d'être la plus offensive directement. Mon stratégie, c'était être vraiment cool. Parce que quand je suis vraiment stressée, je fais des mistakes. Et quand je suis cool, mais agressif, ça marche. Donc c'est ça. Ça représente quoi pour toi ce titre de championne de Belgique en 2026? Je suis très contente que mon titre est encore une fois un titre parce que l'année passée, j'étais aussi championne de Belgique. Donc je suis très fière et c'est un titre que la famille Korteigne a porté pour beaucoup d'années. Donc je suis très fière. Ta petite sœur qui est aussi impliquée ici. Raconte-nous la journée, comment ça s'est passé? Ça a été sereine du début jusqu'à la fin? J'étais vraiment stressée parce que dans ma tête, c'est beaucoup de stress et beaucoup de je veux gagner et je dois gagner. Mais pendant la journée, j'ai relaxé et c'était mieux maintenant et j'ai gagné. Donc je suis très fière. Ouais. Soulagée, on peut faire la fête maintenant? Oui, et je vais manger les frites. Merci beaucoup Yoline. Merci. Merci Émile pour ces premières réactions. On l'a dit, ça a été somme toute assez simple aujourd'hui, même si Charlotte Ross s'est défendue comme elle le pouvait avec ses capacités. Mais ça a été une journée, Yoline disait il fallait que je reste cool, pas trop stressé, mais lorsqu'on voit ces résultats aujourd'hui, ça a été relativement facile quand même pour Yoline Korteigne, qui avait notamment éliminé Isabelle Thielen sur le tableau de 8 avant de prendre la mesure de Zoé Tack également, 15-6 et ici 15-1 pour la finale. Je pense qu'elle a déjà eu des assauts plus compliqués que cela, Yoline Korteigne, par le passé. Oui, mais c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça reste un championnat de Belgique, c'est une compétition particulière, c'est une des rares épreuves qui se déroule sur le territoire pour elle, souvent à l'étranger pour des compétitions internationales. Il y a du monde, il y a de l'attention, il y a de la famille, des parents. Donc c'est un contexte qui est un tout petit peu différent et je pense que ça peut générer chez une athlète comme Yoline un petit peu de stress pré-compétitif, mais je crois qu'une fois qu'elle est dedans, elle sait ce qu'elle doit mettre en place en termes de routine mentale pour pouvoir prester, être à son meilleur niveau. Et je crois que la différence de niveau avec les adversaires du jour ne constituait pas un énorme problème pour elle. Tant qu'elle restait calme et posée, elle arrivait à faire la différence. Alors que on voit à l'image la prochaine finale, ce sera la finale en fleuret dames, cette fois avec une locale. Pour disputer cette finale, c'est Raphaël Gornier. Elle sera confrontée à Sara Tessari. Particularité de Sara Tessari, elle est de nationalité italienne. Et oui, les athlètes, les tireuses et les tireurs de nationalité étrangère peuvent participer au championnat de Belgique, peuvent devenir championnes ou champions national, mais il y a quand même des règles à respecter. Oui, ils doivent tout d'abord être affiliés à un club belge, qu'il soit un club francophone ou néerlandophone, mais également être domiciliés en Belgique. Donc c'est une règle qui a été mise en place, je pense, pour pouvoir donner accès à cette compétition aux expatriés et aux tireurs et escrimeurs
restent en Belgique sur de la longue durée et qui poursuivent leur activité sportive ici sur notre territoire. Alors, c'est une ouverture qui fait un peu débat. On va pas se mentir. On a notamment eu une petite remarque de Steph De Greef, justement, avant la prise d'antenne de ce direct, où Steph disait il faut arrêter avec les tireuses et les tireurs étrangers. Pourquoi les autoriser encore dans ces championnats de Belgique? Alors ça, ce sont des décisions qui sont prises au niveau de la Fédération nationale. Il y a différentes commissions qui travaillent sur différents types de règlements. Un de ces règlements est le règlement des championnats de Belgique. Et cette règle est en place depuis maintenant, je pense, à peu près une dizaine d'années. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Pour l'instant, cette règle est maintenue. Et puis il faudra voir dans le futur quelles seront les décisions qui seront prises par les instances nationales. Le début de l'assaut de Fleuret Une lame cassée. est lancé. Ben voilà, après. Heureusement, une action avec un point pour Raphaël qui, sur papier, est la grande favorite de cette finale. Elle est la championne de Belgique en titre. Ouais, tout à fait. Elle a gagné ici même il y a à peu près 12 mois. Ouais. Et sa jeune adversaire, Sarah Tessari, est une nouvelle athlète en Belgique. Elle est arrivée dans le courant de l'année 2025 sur notre territoire. S'est affiliée au club de Charleroi. Que vous connaissez. Effectivement, j'ai été affilié là-bas pendant de très 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 nombreuses années. J'ai fait toute ma carrière dans le club de Charleroi. Donc ici, une action de Sarah qui a été parée, ripostée. Ça va très vite. Raphaël, oui. Ça va très vite, mais c'est plus tactique, plus de préparation au niveau des assauts menés par rapport notamment au sabre qui est plus explosif. Oui, tout à fait. Donc la particularité, la grande différence, c'est qu'au fleuret, on doit toucher avec la pointe et sur une cible qui est un peu plus petite, puisque c'est uniquement le tronc et le bas du masque, mais les bras et la tête et les jambes ne sont pas valables. Et donc, il faut être précis. Et en plus, il y a la convention, la règle, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, de priorité, d'attaque et de défense. Et donc, si on n'attaque pas, il faut parer la lame adverse pour pouvoir à son tour aller mettre un point. Et donc, tout ça fait que le jeu est un tout petit peu plus tactique qu'au sabre et un peu plus passif qu'au sabre. Alors que là, on voit que c'est Sarah Tessari qui tente de mener l'attaque. Raphaël Gorny davantage sur la défense. Ouais, elle cherche tout à fait. peut-être l'ouverture. Particularité aussi de Sarah, elle est gauchère. On n'a pas beaucoup de gauchères chez les filles, contrairement aux Oui. garçons. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ici par exemple, Raphaël est passé à côté et Sarah a touché toute seule. Et donc c'est 2-1 pour la jeune italienne qui, rappelons-le, elle est encore cadette. Donc elle Elle a 16 ans. Sarah tout Tessari, à fait. 16 ans. Première Trois, hein. participation donc à ces championnats de Belgique et c'est elle qui prend les devants. 3-1, effectivement. 3-2. Avec une attaque sur la préparation de la part de Raphaël. C'est elle qui s'est vraiment bien allongée. Encore ici, je pense que à la place de Raphaël, je demanderai l'arbitrage vidéo. Ah oui, ça il faut le mentionner également pour ces finales. Exactement. L'arbitrage vidéo est disponible, mais il y a aussi là des règles édictées pour l'utiliser. Donc en fait, chaque tireuse a en sa possession 2 jokers, 2 possibilités de faire une demande de vidéo. Il y a un arbitre qui est dédié à cela. Et si la décision initiale de l'arbitre principal est modifiée, on garde cette vidéo, ce joker. Par contre, si la décision de l'arbitre principal est maintenue malgré la demande vidéo, on perd le joker. Donc il faut parfois prendre la décision au bon moment. En général, on ne la prend pas trop tôt dans la rencontre. On attend que le match soit un peu plus avancé avant de prendre une vidéo le cas échéant. Ici, c'est 4-4. Ouais, c'est très serré, très serré. Beaucoup d'actions sur le milieu de piste. Donc, entre les lignes de mise en garde sont les lignes dorées, là, qu'on voit. Certainement compliqué aussi pour Raphaël Gorny d'affronter une tireuse qu'elle ne connaît pas, en fait, et qui, de surcroît, vous l'avez mentionné, est gauchère. Tout à fait. Donc, je pense que Raphaël, dans la situation actuelle, effectivement, est archi favorite sur le papier. Mais maintenant, chaque match doit être tiré. Là, elle reprend l'avantage 5-4 avec une belle parade riposte. Mais il
Il faut pas sous-estimer ces jeunes adversaires. Italiennes, bon, on sait bien que l'escrime, c'est en Italie, et particulièrement le fleuret, c'est vraiment leur arme. Et ils sont très 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 forts dans cette arme-là. L'Italie, une des principales nations de l'escrime mondiale et certainement du fleuret, depuis de nombreuses années d'ailleurs. Oui. Donc sur les tournois internationaux, il n'est pas rare de voir 2, 3 Italiens ou Italiennes sur les podiums des Coupes du Monde ou des Grands Prix. Le week-end passé, par exemple, à Lima, Bianchi a gagné un garçon chez les messieurs et Volpi chez les dames, avec à chaque fois une deuxième Italien sur le podium. Donc il domine vraiment cette discipline. Alors que là, c'est Raphaël Gorny qui reprend les devants, 7-4 pour la fleurettiste des 3 armes. Alors on le voit également à l'écran, un carton jaune pour Raphaël Gorny. Alors j'ai loupé le moment de l'octroi du carton jaune par l'arbitre. C'est une sanction. Alors je ne sais pas si c'était un problème matériel ou une faute de combat. Je n'ai pas vu exactement le moment où ça a été donné. Maintenant, pour l'instant, ça ne porte pas préjudice à Raphaël parce qu'un carton jaune, ce n'est pas un point de pénalité. Par contre, si elle en reçoit un deuxième, son adversaire recevra un point supplémentaire. Voilà. Ce sera une carte rouge. Et à partir de ce moment-là, ce sera systématiquement une carte rouge. Donc on ne revient plus sur les cartes jaunes. Carte jaune, carte rouge et carte noire. Là, c'est la plus sévère. Oui, ça c'est la sanction, c'est l'exclusion pure et simple de la compétition. C'est pas très très fréquent non plus ce type de carton. Mais par contre, ça a des conséquences très importantes pour le sportif puisqu'il est suspendu d'office pendant 60 jours. Donc interdit de toute compétition pendant 60 jours. Et ça peut être augmenté par la commission disciplinaire, ici en Belgique par la commission disciplinaire francophone ou néerlandophone. Et au niveau international, ils ont évidemment une commission disciplinaire à ce sujet. Alors là, il y a un petit temps mort simplement parce que la coach de Sarah Tessari a demandé à la vidéo d'intervenir pour voir si effectivement le point était bien attribué à Raphaël Gorny. Voilà, c'est 9-4. Non, normalement, c'est la tireuse ou le tireur qui doit demander la vidéo. Je pense qu'elle s'est tournée vers Sarah Tessari en lui disant « fais appel à la vidéo ». Et donc, elle s'est exécutée, on va dire, c'est là comme exactement. Ça. Mais Raphaël Gorny... Là, c'était une attaque de Sarah, oui. Attaque directe. Raphaël est resté un peu scotché sur place. Il a essayé de recommencer la même action, mais sa première action n'a pas touché. Alors que, contrairement au sabre, où les flèches ne sont pas autorisées au sabre, c'est bien le cas ici au fleuret. Oui, tout à fait. C'est généralement utilisé, après on se découvre plus facilement. C'est plus dangereux en tout cas qu'une fente. Oui, l'action de flèche en fait est une action, je ne vais pas dire tout ou rien, mais c'est une action où il est difficile derrière d'enchaîner vers l'arrière, contrairement à la fente. Lorsqu'on se fend, on peut faire ce qu'on appelle un retour en garde vers l'arrière et s'éloigner de son adversaire. Une fois qu'on a fait la flèche c'est vraiment le fait de plonger vers son adversaire. Et une fois qu'on a terminé, on est vraiment tout près, on est au combat rapproché. Donc il vaut mieux toucher directement. Après, on peut toujours se débrouiller, essayer de s'en sortir sur le combat rapproché. Mais c'est un tout petit peu compliqué dans ces circonstances-là. Ici, Raphaël a vraiment créé le trou 12-5. On voit qu'elle a repris la maîtrise du match. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour la jeune Italienne de revenir. On vient de voir l'arbitre vidéo. L'arbitre vidéo, c'est Hugo Frère. Hugo Frère qui a arbitré le week-end passé à Lima. J'en parlais tout à l'heure, à Lima. C'est un grand prix de la Fédération internationale d'escrime, le plus haut niveau. Et donc, c'est un de nos jeunes arbitres internationaux à mettre en avant. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup. Il est vraiment reconnu par la Fédération internationale. Alors qu'on a vu juste avant que finalement le point avait été accordé à Sarah Tessari. Et donc il avait été retiré à Raphaël Gorny. Tout à fait. Et ici, Raphaël Gorny qui met la pression, avance et termine son attaque. Voilà, 13-6. On la sent plus relâchée que lors du début d'assaut. Ouais. Elle se projette davantage vers l'avant alors qu'elle se contentait de laisser un peu venir son adversaire en début d'assaut. Ouais, elle a dû chercher un petit peu en termes de distance, de type d'action à mettre en place.
ne connaissant pas son adversaire, c'est parfois un peu une recherche. Et là, on voit qu'elle tente certaines actions de coups lancés à l'épaule. C'est pas toujours évident. Mais elle a dû chercher un petit peu au niveau tactique. Là, c'est une attaque, je pense. Non, c'est une parade riposte. Et bien voilà, Raphaël Gorny. Elle demande la vidéo. Ouais, parce que je pense aussi qu'il y avait peut-être une attaque offerte de la part de la jeune Italienne. L'arbitre a vu en priorité la parade riposte. Ouais. Et on va voir ce que... Voilà, l'arbitre maintient sa décision. Et donc victoire De Raphaël Gorny, qui, tout comme Yoline Curtain, eh bien, conserve son sacre de championne de Belgique au fleuret. Fleuret dames, Raphaël Gorny, donc double championne de Belgique à présent, face à bien voilà, Sarah Tessari, pour qui, on le rappelle, c'était la première participation à ces championnats de Belgique. Et Raphaël Gorny qui avait changé de club. Justement, ça doit être la saison dernière ou la saison d'avant. Elle était originaire de Bastogne. Hein. Oui, tout à fait. Raphaël Gorny qui évolue donc maintenant ici à Gembloux au cercle d'escrime Les Trois Armes. Tout sourire, Raphaël Gorny est à vos côtés. Émile Hermand pour les premières impressions de la championne de Belgique 2026 de fleuret dames. Raphaël, bravo pour cette belle victoire ici, championne de Belgique en fleuret dames 2026. Tu reconduis ton titre. C'était l'objectif ici en venant aujourd'hui à Gembloux. Oui, c'était l'objectif. Ça a un peu mal commencé avec les poules. Je me sentais pas très à fond dedans. Mais j'ai réussi à rebondir dans les tableaux et après, ça a été vraiment bien et j'ai bien aimé les sensations. Comment s'est passée cette finale? Peut-être assez serrée au début, c'était 4 partout. Et puis tu as su prendre le large, tu as su te libérer et te détendre. En fait, en poule, je l'avais rencontré, j'avais perdu 5-4. Donc en fait, au début, quand j'ai abordé le match, j'étais un peu stressée, mais j'ai essayé de vraiment faire le vide. Et donc au début, oui, c'était un peu stressé. Et après, c'est vrai que j'ai trouvé les solutions à force de travailler, essayer des choses et ça a fonctionné, donc c'est chouette. Ça représente quoi pour toi ce second titre de championne de Belgique? C'est vraiment une confirmation de l'année dernière. Parce que avoir le titre une fois, c'est toujours bien. Mais le confirmer, c'est vraiment une autre pression, autre chose. Et du coup, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Quel sentiment maintenant? Tu vas aussi faire la fête? Oui, c'est sushi à mon avis ce soir, mais oui, ça va sûrement faire la fête. Oui. Bravo Raphaël, mais on te souhaite bonne continuation pour la suite de la saison. Merci beaucoup. Voilà donc pour les premières réactions de la championne de Belgique, qui était déjà championne de Belgique en titre, on le rappelle, avec un tableau plus ouvert cette année également pour Raphaël, vu l'absence notamment d'Amandine Charlier, la numéro 1 belge du fleuret dames, championne de Belgique en 2020, 2022, 2024, avec un palmarès également somme toute assez honorable sur la scène mondiale et européenne, mais qui a dû faire un pas de côté également pour se consacrer davantage à sa vie professionnelle. Oui, je ne connais pas exactement les raisons de son absence de ce week-end, mais je sais qu'au niveau de ses études, elle a des systèmes de stage, elle travaille, elle fait des études dans le milieu naval et parfois elle doit aller en mer. Donc c'était peut-être le cas cette fois-ci, mais je n'ai pas de précision. J'aurais dû demander tout à l'heure, j'ai vu un de ses entraîneurs, Matthias Heubens du club de Manneskermer, pour savoir ce qu'il en était. Mais effectivement, l'absence d'Amandine, qui ces dernières années était quasiment systématiquement sur le podium, encore en finale l'année passée contre Raphaël et les autres années championne de Belgique. Effectivement, son absence crée un vide dont d'autres tireuses ont pu en profiter, je pense. Ouais, et puis Héloïse Jordens du club des Trois Armes qui s'est blessée en phase de poule également ce matin. Et donc un tableau un peu plus ouvert pour Raphaël Gorny qui, ceci dit, n'était pas sortie première de la phase de poule. C'était Weronika Koslowska, une Polonaise affiliée donc à un club belge et qui réside en Belgique. Vous l'avez dit tout à l'heure, les deux conditions pour qu'un tireur ou une tireuse de nationalité étrangère puisse participer à ces championnats de Belgique, alors que la prochaine finale qui va nous occuper, eh bien c'est la finale en sabre homme avec là, c'est certainement le tireur actuellement belge
au plus gros palmarès. C'est une sommité. Il est à l'image, c'est Sepp Van Holsbeek. Oui, donc je pense que pas actuellement, je pense que c'est le tireur belge avec le plus gros palmarès au championnat de Belgique. Tu l'as mentionné tout à l'heure, il a plus de 15 titres de champion. 19 titres de champion de Belgique senior voilà. entre 2004 et 2025. Voilà. Ancien olympien également. 14e au JO de Rio en 2016. Il a fait aussi des top 8 sur des championnats d'Europe dans les catégories d'âge. Ouais, bronze à l'Euro U23 en 2011 notamment. Exactement. Donc, un gabarit. Ah ouais, impressionnant. 1m95, 96. Avec et face à lui, une expérience importante. Et en face, c'est Lester Curvers. Lester Curvers, 23 ans, de la confrérie de Gand. Ouais, donc tous les deux du même club, hein, évidemment. Et Lester Curvers, 5e en 2024, 6e en 2022, 5e en 2020. Encore aucun titre en individuel, plusieurs titres en revanche par équipe. Et également une 6e place en championnat d'Europe U20 par équipe. C'était en 2020 alors que Sepp Van Holsbeek a déjà fait un petit trou de 3-1. On remarque au sabre, ça va déjà un petit peu plus vite que ce qu'on a vu avec les dames tout à l'heure. On voit ici la longueur de Sepp sur son attaque. Hein. Il profite bien de il utilise bien son 1m95, son 1m96 pour aller chercher très très loin son adversaire. C'est un avantage lorsqu'on est grand d'affronter des tireurs. Alors chaque médaille a son revers. Donc les grands gabarits ont certains avantages, les petits gabarits en ont d'autres. En général, ils sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus de vivacité que les tout grands gabarits. Mais ici, dans le contexte actuel, il faut arriver à utiliser son gabarit de la meilleure manière possible. Sepp, avec l'expérience qu'il a accumulée, depuis plus de 25 ans, plus de 20 ans au haut niveau, l'utilise à merveille. Et pour des tireurs comme Lester, ils ne sont pas nécessairement habitués à rencontrer ce type de tireur très très grand, très long et très expérimenté. Alors que l'arbitrage vidéo a accordé le point à Sepp Sepp Van Holsbeek. On le rappelle, le sabre, on peut toucher toute la partie au-dessus de la taille. Et ça, c'est aussi historique parce que c'est une arme de cavalerie à la base. Il était interdit, évidemment, de toucher en dessous de la taille pour ne pas blesser le cheval sur lequel les cavaliers montaient autrefois. Et puis, c'est aussi une arme qu'on peut utiliser avec la pointe, le tranchant, le contre-tranchant. Donc, ça offre plus de possibilités également. Tout à fait. Donc, à la fois la pointe et la lame, parce que le tranchant et le contre-tranchant sont en fait des parties de la lame, de la longueur de la lame. Je pense que pour le spectateur neutre, c'est difficile à voir la différence. Mais effectivement, ils peuvent à la fois toucher avec leur pointe et frapper en fait leur adversaire sur une cible qui est relativement grande, puisque c'est tout ce qui est, comme tu l'as dit, tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Et donc, ça permet vraiment de développer des actions offensives. Et on voit en fait que les deux athlètes essayent de prendre cette initiative offensive en allant de l'avant dès que l'arbitre donne le signal de début d'action. Et beaucoup d'actions se déroulent dans l'espace délimité par les lignes de mise en garde. On verra tout à l'heure quand ils sont en garde. Il y a deux lignes dorées et l'espace qui les sépare est en fait de 4 mètres. Et tous les deux rentrent dans cet espace-là pour essayer de dominer l'adversaire et éventuellement de le faire reculer, mais il y a beaucoup de points qui se déroulent dans cet espace. On le voit bien, les deux lignes ici dorées. Et on va voir, voilà, hop, on est dans une situation là, belle parade riposte de Lester, attaque donc de Sepp qui a été parée et la riposte a touché. Et là, on n'a pas vu, on était sur l'arbitre. On était sur l'arbitre. Mais c'est touche pour Sepp. Puisqu'on était sur l'arbitre, on peut mentionner également que les instructions des arbitres sont données en français, et ça, c'est partout dans le monde, dans toutes les compétitions. Oui. D'escrime. C'est vraiment la langue principale de l'escrime, c'est le français. Ça a un côté historique. Tout est en français, les commandes de l'arbitre, la manière dont on décrit les phrases d'armes, donc les actions qui ont été réalisées, tout est décrit en français. Et sur le site international, toutes les informations sont disponibles en français, mais également en anglais et en espagnol, qui sont les deux autres langues courantes dans le milieu de l'escrime. Le score est de 11-4. 11-4. Un écart important. Un peu comme pour la finale de sabre dame
Alors que là, il va demander, je pense, La vidéo. l'arbitrage vidéo à nouveau, Sepp Van Hulsbeek. Exactement. Il n'est pas satisfait de la prise de décision. Ça va très vite, hein. Donc, pour les arbitres, c'est vraiment c'est un outil qui existe depuis 2006-2007, qui a bien évolué dans le temps. Mais c'est vraiment un support très intéressant pour les arbitres parce que ça va tellement vite et parfois, au bout d'une journée, hein, il faut savoir qu'ils étaient là depuis 9 h ce matin, les arbitres. Il est 5 h de l'après-midi. Il y a un petit peu de fatigue, de la concentration et parfois voilà, on utilise la vidéo, c'est un soutien à l'arbitrage et ici il a maintenu sa décision. Ouais. Donc le point bel et bien accordé à Lester Curvers, pardon. Et là on inverse, c'est Lester qui n'est pas satisfait de la décision, qui demande la vidéo. Je pense honnêtement qu'elle est pour Sepp parce qu'il rentre dans la distance et puis il a ce mouvement de recul alors que Sepp continue à avancer malgré un petit temps d'arrêt. Et donc sur les temps, c'est vraiment du détail au sabre, c'est sur des temps d'arrêt, de prise d'initiative. C'est pas toujours facile. Ici, on n'a pas de ralenti, mais sur le ralenti, on peut un peu mieux décortiquer. Et au niveau de l'arbitrage vidéo, ils ont ce ralenti à 70%, donc 70% de la vitesse réelle. Et ils peuvent revoir l'action à plusieurs reprises pour se faire une opinion, ce qui est évidemment un peu plus facile que sur du live. Il a changé de décision. Ouais, donc il accorde à Sepp Van Hulsbeek, Voilà. ce qui ne Ne satisfait pas. satisfait pas Lester à Curvers à 12-5. Là, Et de nouveau demande. En fait, la particularité aussi au sabre, ici on l'a vu, hein, il a fait une action, Lester, très longue où il s'est allongé en fente. Et il a terminé au niveau de la coquille de l'arme de Sepp. Mais il faut savoir que la main est également valable au niveau du poignet. Et en fait, en général, quand on touche la coquille et puis la lame, l'arbitre devrait considérer que c'est une parade riposte. Mais ce n'est pas le cas. Il estime qu'il a touché directement on va revoir le ralenti. Ah ben voilà, on parlait de ralenti. Ah ben, il estime qu'il a touché directement la cible. Ouais. Le contact de lame était après la touche. Et donc, Il accorde le là, point. voilà, parade riposte. On a vu juste la fin. On a bien entendu le contact des lames. Parade riposte de Sepp Van Hulsbeek. 13-6 pour le géant. Au palmarès et à la taille. Sepp Attaque Van de Hulsbeek. gauche. Une des rares actions où ça dure longtemps, tu as vu. Hein. Ouais, tout à fait. Jusqu'à maintenant, ça durait une seconde. 13-7. Et voilà. 14-7, un point d'un nouveau titre pour Sepp. Le 20e, c'est ça. Oh, ce serait incroyable. le 20e. C'est une parade riposte. Ouais. 14-8. Il lâche rien jusqu'au bout, Lester Curvers. Avec Julie-Émile de Vicher, là, à l'écran. Ouais. Et une attaque et un titre Et pour le Sepp. titre à nouveau pour Sepp Van Hulsbeek. 37 ans, 20e titre de champion de Belgique senior pour Sepp Van Hulsbeek. Beaucoup de respect envers ce vétéran. Hein. Alors qu'on voit hein, la tentative de défense de Lester Curvers qui tente de le maintenir à distance, qui est sur la défensive et avec son bras de géant. Hein. Ouais. Sepp Van Hulsbeek qui parvient à toucher la cible. Il n'y a pas que le bras, hein. Il a des grandes jambes, un Ouais, grand ouais. tronc. Il parcourt des mètres avec cette fente. C'est un beau bébé, Exactement. Sepp Van Hulsbeek. C'est également, on parlait de l'assistance vidéo qui est arrivée quand même ces dernières années. Il faut savoir également que le sabre, c'est l'arme qui a été électrifiée le plus tardivement, 1986. Donc des trois armes, c'est celle qui a été électrifiée le plus tard. Oui, la différence, c'est qu'au fleuret à l'épée, en fait, on a une sorte de bouton poussoir à l'extrémité avec un petit câble qui passe dans la lame, qui est un film qui parfois casse. Donc on peut le remplacer. Ça, les sportifs peuvent le faire eux-mêmes à la maison. Et je pense qu'au niveau technologique, c'était plus facile de passer entre guillemets à l'électrique, c'est-à-dire la matérialisation des touches avec des lampes comme on le voit actuellement, que pour le sabre où justement il n'y a pas ce fil, il n'y a pas ce bouton poussoir, c'est juste du contact. Et on va peut-être passer aux interviews. Ouais, on va passer aux interviews. Je vois Émile qui nous fait signe. Émile qui est avec le champion de Belgique, 20e titre de champion de Belgique senior pour Sepp Van Hulsbeek. Quel palmarès incroyable!
Seb, quel sentiment ici pour ce 20e titre de champion de Belgique? C'est tout simplement exceptionnel. C'était l'objectif en arrivant aujourd'hui d'afficher un 20e titre à ton palmarès. Je ne sais pas si c'est vraiment le 20e exactement, mais quand même, tous les années, c'est un but pour gagner. Et le truc, c'est que je peux seulement perdre aujourd'hui. Donc, c'est toujours mental très lourd pour rester... Parce que tout le monde veut gagner comme moi, parce que j'ai déjà plusieurs titres. Donc, je suis très content que j'ai réussi. C'était aujourd'hui aussi la première fois que ma petite fille m'a vu tirer. Avant, elle était trop jeune, donc maintenant, elle est venue pour regarder papa qui tire. Donc, je suis très fier qu'elle a vu ça, parce que tu ne sais jamais quand je vais vraiment arrêter l'escrime. Donc, non, je suis très, très content et heureux, quoi. C'est quoi ton secret pour durer, pour arriver à gérer cette pression et pouvoir chaque année reconduire ton titre? C'est match par match. Et quand ça va mal ou quoi dans le match, je pense toujours c'est moi qui étais au jeu, c'est moi le patron. Donc comme ça, j'essaye de changer les idées négatives à quelque chose de positif, quelque chose qui me monte. Donc ça, c'est un peu que je fais. Je parle tout le temps à moi-même. Tu dois faire ça, essaye de faire ça. Donc parler des trucs positifs, quoi. Voilà. C'est important. Et raconte-nous ta journée, comment elle s'est passée, un peu de stress ou serein tout au long de ce parcours? Le truc, c'est j'ai 38 ans et la journée, c'est long. Donc je dois toujours me réchauffer, toujours un peu de stretching. Avant, j'étais jeune, je parle avec tout le monde. Maintenant, je m'assis et je reste là-bas. Essaye de rester en focus et chauffer. Donc ça change un peu de quand j'étais jeune, quoi. Quoi de prévu ce soir pour fêter ce titre? Non, demain c'est l'école et le travail, quoi. Donc non, je ne le fais plus. Avant, c'était toujours le moment pour aller au McDo ou quelque chose comme ça, mais quand tu as une famille, ça change. Tu vas fêter ça alors calmement en famille alors? À la fin de saison, on fête avec le club. On a vraiment une grande fête avec tous les champions. Et là, on fête et tout le monde a un babysit. Et après, on va en village. Donc, on va fêter là-bas à la fin de saison. Bravo, Seb, en tout cas. OK, merci. Est-ce qu'on a encore vraiment du stress lorsqu'on a participé notamment aux Jeux Olympiques, qu'on a décroché une 14e place aux JO de Rio en 2016? Est-ce qu'un championnat de Belgique est encore vraiment stressant pour un monsieur tel que Sepp Van Hulsbeek? Manifestement bien, puisqu'il l'a exprimé, que ce n'était pas si facile pour lui. Maintenant, c'est vrai qu'il est archi favori, c'est l'homme à battre lorsqu'il arrive ici au championnat de Belgique. Il a déjà arrêté de compter le nombre de titres à son palmarès. Non, mais maintenant, il faut savoir, Sepp, c'est une personnalité au niveau de l'escrime, c'est une présence. Il faut savoir, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il a un rôle de consultant pour la FIE sur des compétitions internationales. Il joue un petit peu le rôle que j'assume aujourd'hui avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est très impliqué, Il est entraîneur au club de Gand, la confrérie Saint-Michel, qui a la particularité d'avoir sa salle dans le beffroi. Donc si vous êtes déjà allé à Gand, il y a cette grande tour au centre-ville et leur club se trouve dans la tour. Donc c'est un des plus anciens, si pas le plus ancien club mondial. Sint-Michielsgild. Exactement. Donc avec un musée également, des infrastructures, un musée, une petite salle dans laquelle il y a toute l'histoire du club qui est présente. Un club avec un très gros palmarès. Hier à l'épée, on a vu Wout van Aert en finale, un jeune cadet mais qui est plein d'espoir pour le futur, qui est également du club de la confrérie. De mémoire, Bruno, la gagnante. La gagnante chez les dames. Chez les dames est également du club de la confrérie. C'est un club qui est très, 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 très porté sur les armes de l'épée et du sabre. Eh bien, vous avez parfaitement raison. René Bruynhoog, confrérie de Gand. Le deuxième, Wout van Aert chez les messieurs en épée, confrérie de Gand. Et le troisième également. Le troisième,
Alexander de Winter, confrérie de Gand. Et vous aviez également raison en disant que cette confrérie Saint-Michel, en français, de Gand, a été fondée en 1613 et est toujours active aujourd'hui. Elle figure parmi les plus anciens clubs d'escrime du monde. La fédération belge, elle, a été créée pour comparer un peu 2 siècles plus tard, le 25 octobre 1896, et les premiers championnats nationaux ont eu lieu en 1898. La FIE, dont vous avez parlé, la Fédération internationale d'escrime, quant à elle, était créée en 1913. Et là, il y a une essence belge derrière la création également de cette fédération internationale, puisqu'on a eu également Paul Hansbach notamment et Albert Ferric qui ont été les secrétaires et trésoriers présidents de cette fédération, alors qu'on a le finaliste malheureux de cette finale de sabre messieurs. Place à l'interview avec vous, Émile Herman. Oui, Lester, rapidement, un petit mot, ton sentiment sur cette finale face à Stef Van Hulsbeek. C'était un peu un gros challenge aujourd'hui. Oui, c'était un gros challenge, certainement dans la finale. Aujourd'hui, j'avais pas d'expectation. J'étais ici pour m'amuser et j'ai fait ça. Ouais, absolument. Ça doit être plus close en finale, mais j'ai fait que ce que j'ai eu et c'est ça. Ouais. C'est une finale que tu vas retenir pour l'expérience, pour la suite de ta carrière? Ouais. D'abord, Sepp et moi, nous sommes des teammates, donc on peut tirer beaucoup au club aussi. Et tout le temps, je essaie d'apprendre quelque chose avec tous les matchs. Très heureux quand même de ton parcours toute la journée pour arriver en finale. C'est un beau parcours. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme j'avais dit, j'avais pas d'expectation aujourd'hui. J'étais là pour m'amuser et j'ai fait un beau parcours, donc je suis content. La suite du programme pour toi, cette saison, c'est quoi qui est prévu? Il y a plus de compète pour moi cette saison. C'est juste, je suis aussi coach des jeunes et je pense que je vais me focuser à ça cette saison. Ça va, c'est noté. Merci beaucoup Lester, en tout cas, bonne continuation. Lester Carlos qui peut être pleinement satisfait et fier de son parcours aujourd'hui. Et puis il l'a rappelé, Sepp Van Hulsbeek, c'est son partenaire d'entraînement. Il peut évoluer à son contact et également au club de Gand, alors qu'on voit à l'image maintenant Marc la dernière finale de ces championnats de Belgique d'escrime, finale en fleuret messieurs entre Stef De Greef et Mathieu Neyss. Oui, deux tireurs qui se connaissent bien évidemment, ils sont tous les deux en équipe nationale de l'équipe Fleuret Homme Senior, sont des coéquipiers d'entraînement même s'ils sont affiliés dans des clubs différents. Stef De Greef au Brussels Fencing Club et Mathieu ici au club des Trois Armes. La particularité des deux, ils sont tous les deux gauchers, on en a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Comme leurs deux coéquipiers. Oscar Gutver et Stef Van Kampenhout. Et le réserviste, Victor Leinen Dubus, est lui aussi gaucher. Exactement. C'est la seule équipe, on en discutait tout à l'heure, au plan international, à avoir 4 gauchers dans la team. C'est très très rare. On est la seule actuellement sur le circuit en l'état, sur le circuit mondial. On a quelques équipes qui ont 3 gauchers, mais elles ne sont pas fréquentes et la plupart en ont parfois aucune, parfois 1 ou 2. Mais nous, on en a effectivement 4 et c'est un peu notre particularité. Moi, je suis droitier par contre. Alors que Stef De Greef a déjà remporté 3 titres de champion de Belgique en 2018, 2019 et 2022. Ils se partagent un peu les titres en fleuret messieurs ces dernières années avec Stef Van Kampenhout. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que Mathieu Neyss n'a jamais été champion de Belgique senior. Il a un palmarès assez impressionnant au niveau international, 10e au championnat d'Europe U23 en Thalia en 2024, 16e au championnat d'Europe U23 à Tallinn en 2025, 4e à l'Euro Junior par équipe justement en 2022, 4e au championnat d'Europe senior par équipe à Gênes en 2025, 7e aux Jeux européens seniors également en équipe
avec Steven Kampenhout, Stef De Greef et Oscar Goedver en 2023. Alors que là, c'est clairement Stef De Greef qui prend l'ascendant dans cette finale. En tout cas, en ce début de match, oui, c'est 4-1. On va voir comment Mathieu va s'adapter par rapport à cette présence de Stef qui est actuellement très très agressif. Il est aussi précis dans ses actions. On sent qu'il domine, il domine le match, il domine le travail de distance, le jeu de jambes. On va voir comment Mathieu va essayer de s'adapter. Ici, on a un ralenti d'une action directe portée de Stef De Greef sur la marche de Mathieu. Et donc la priorité, même si les deux allument par exemple, la priorité est à l'attaquant. Ici, une action très, très bien portée par Mathieu, qui est une de ses classiques, c'est-à-dire un arrêt. Il utilise vraiment bien sa taille pour toucher son adversaire sur sa préparation. Une action spectaculaire ici. Stef De Greef qui fut autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, en qualification, en tout cas en course pour une qualification pour les JO de Paris, qui avait échoué de peu lors d'un tournoi de zone qualificatif. C'était à Differdange au Luxembourg. Il avait terminé deuxième de ce tournoi et il fallait terminer premier pour obtenir son billet qualificatif pour les JO de Paris. Oui, tout à fait. C'était à la fois une extraordinaire expérience et une terrible expérience pour Stef. Il était à un match de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Ça a été la période qui a suivi. Il a fallu encaisser, digérer cette déception. Mais ce jour-là, il a vraiment été extraordinaire pendant toute la journée. Il a vraiment bien géré ses émotions, mis en place un jeu de plus haut niveau. Et malheureusement, il a affronté en finale un tireur dont le jeu lui convenait un tout petit peu moins et qui avait énormément d'expérience et qui a bien géré cette finale. Donc il a terminé deuxième. Place ingrate, évidemment. Ici, il mène 6-2, donc l'écart est assez important. Belle attaque là portée par Mathieu. Mathieu, effectivement. Ouais. Mathieu doit être vigilant sur ses préparations, de rester bien mobile, parce que... Alors qu'on voit une nouvelle action un peu surprenante. Oui, une attaque, et puis après une situation de corps à corps, combat rapproché, et il a réussi à trouver une cible. On essaie de contrôler la lame de l'adversaire. Oui, tout à fait, de mettre l'adversaire sous pression et de se loger. Et l'attaque de gauche, Stef a fait un mouvement vraiment de contre-attaque. Il n'avait pas la priorité, il a d'ailleurs essayé de se couvrir, de se protéger un petit peu avec la lame par après. Ouais, c'est Mathieu qui lançait l'attaque alors que là... De nouveau un arrêt de Mathieu, mais Stef a réussi à toucher en non valable. Donc comme c'est lui qui avait la priorité, c'est non valable, il n'y a pas de point accordé. Il a tenté de s'engouffrer dans cette brèche. Tout à fait, tu as bien saisi, il a laissé un petit peu de distance et Stef a essayé d'accélérer. Et ouais, la tentative de Mathieu Neis qui ne touche pas. Une reprise d'attaque de la part de Stef. Stef qui inscrit le point. Et donc là, contrairement au sabre, nous on continue au fleuret, c'est 8-4. Au sabre, à 8, on faisait la pause. Tout à fait. Mais au fleuret, on continue. Si on voit le chrono, il reste 1 minute 26 pour ce tiers-temps. Donc c'est possible qu'à ce rythme, on ait fini le match en moins de 3 minutes. 8-5. C'est Stef De Greef qui porte... Non, c'est Mathieu qui inscrit le point. Ouais. Donc Mathieu a attaqué, a été paré, on va le voir ici. Ah oui, pardon, c'était bien Mathieu qui avait attaqué. Stef n'a pas mis de riposte et Mathieu est tout de suite rentré dans la mesure et porté sa pointe en esquivant un petit peu. Hop, ici une parade. Pas de riposte immédiate et puis le redoublement de Stef qui réessaie de toucher, passe à côté et Mathieu arrive à mettre sa pointe. 8-7, il revient au score. Il revient au score, Mathieu Neis. Et il porte son attaque à présent. Il n'est pas parvenu à toucher. On le voit, on essaye de contrôler vraiment. Avec la pointe en ligne, pointe menaçante. Et donc en fait, dans ces situations, une nouvelle touche de Mathieu, bien portée, 8-8. En fait, Mathieu, en mettant sa pointe en ligne, force Stef De Greef à passer par sa lame.
Parce qu'en fait, si la pointe reste en ligne et qu'il reste menaçant et que Steph vient se faire toucher en se jetant dessus, c'est le point pour Mathieu. Ouais, Mathieu Donc, qui a su se dégager là, de cette attaque Tout à fait. de Steph de Greef et venir planter sa pointe dans le torse. Et comme je te disais tout à l'heure, un petit changement tactique de matériel. Ouais. Steph menait 8-4, c'est 8-8, il a pris 4 points d'affilée. Il n'y a pas de pause, hein, vous l'avez dit, mais ici c'est une façon de récupérer un peu. Exactement. Donc, je pense que son fleuret fonctionnait toujours. D'ailleurs, la touche n'a pas été annulée, parce que si le fleuret de Steph ne fonctionnait pas, la touche de Mathieu aurait été annulée. Son fleuret fonctionnait toujours, mais il s'est dit, OK, on va changer, on va casser un peu la dynamique positive de Mathieu. Et voilà, Et ça a payé. L'action suivante, il la met, 9-8. Hop, et la contre-attaque, 18. Ouais. Ce qui est la particularité, c'est qu'on entend Stef Van Kampenhout qui crie pour les touches de Stef de Greef. C'est lui le coach de Stef de Greef. Et de l'autre côté, c'est Oscar Godver. Oui, tout à fait. Donc ce sont les 4 membres de l'équipe qui soit tirent, soit coach. C'est ça. Alors qu'on l'a vu, hein, c'est pas forcément celui qui mène l'attaque à qui parvient à inscrire le point. On le voit, hein, très bonne défense de Stef de Greef qui parvient ensuite à venir toucher Mathieu Neis. Voilà, Mathieu il qui tombe un peu court. Dégager. Ouais, Ouais, voilà. Mathieu qui est un peu court dans son attaque. Et voilà, Mathieu va essayer de lui rendre la monnaie de sa pièce en changeant, changeant également de fleuret ou de refaire son lacet. Parce que oui, peut-être c'est aussi une façon de... Voilà, peut-être que l'arbitre a refusé qu'il y ait le changement de fleuret parce qu'il trouvait qu'il n'y avait peut-être pas de problème à première vue. Et donc une alternative, ça a été de demander pour refaire le lacet ou remettre ses chaussettes. C'est une manière, c'est une stratégie, c'est de la tactique pour reprendre ses esprits et éventuellement casser la dynamique de l'adversaire. Ouais, parce qu'il vient d'encaisser 3 points consécutifs suite à ce changement. D'ailleurs, l'arbitre n'a pas apprécié, lui a donné une sanction, lui donnant un carton jaune. Et ça peut trotter aussi un peu dans la tête, avoir l'impression d'être lésé, oui, hein, puisqu'on a offert la possibilité à l'adversaire de changer d'arme. Et voilà, Stef de Greef, 13-8. Ouais, là, il a fait le creux. On va voir si Mathieu va arriver à dépasser ce passage à vide. Ouais, à l'attaque, hein, Stef de Greef. Oui, Steph est d'un tempérament initialement très très offensif. C'est vraiment la base de son jeu, mais derrière, il a beaucoup de jeux de jambes. Et on le voit, il essaye de maintenir voilà, Mathieu à distance avec... après dépassement. Avec sa lame. Ici, a priori, il n'y aura pas de touche, je pense, parce que Stef de Greef a dépassé Mathieu, est passé au-delà de sa zone avant de mettre la touche. Voilà, il y a eu dépassement. Je pense que la touche va être annulée, c'est plus que probable. Je pense que c'est ce qui est réclamé. Oui, voilà, donc ça reste 13-8, le score reste inchangé. Alors qu'on pensait peut-être que Mathieu Neis allait pouvoir prendre l'ascendant en revenant à 8 partout. Oui. 9-13 à présent. On le voit, hein, on fait ce qu'on appelle contrôle du fer adverse, voilà, pour porter son attaque. L'attaque est parée, la riposte touche non valable, je pense. Il y a une demande vidéo, oui, tout à fait, de la part de Steph. On va revoir le ralenti. Première action, deuxième action. Hop, et il y a une recherche de fer. Ça dépendra un petit peu de l'angle. Dans cet angle-ci, on aura plutôt tendance à donner la parade riposte. Il faudra voir quelle est l'opinion de l'arbitre vidéo. La riposte, ouais. Donc voilà. Donc là, il y a une demande de Stef de Greef. Donc il perd son joker. Donc je pense qu'il lui en reste un. Je n'ai pas pris note. Je pense également. 9-13. Toujours pour Stef de Greef. L'attaque de Mathieu est ratée. Et la contre-attaque de Stef touche tout seul. 14 à une touche du titre. Nouveau titre en vue pour Stef de Greef. Ça fait déjà quelques années qu'il ne... Je pense que Stef Van Kampenhout avait le titre, en tout cas l'année passée, c'est sûr. On va attendre les 3 minutes suivantes. Hein, donc on le rappelle, c'est en 3 fois 3 minutes, 3 manches de 3 minutes. On va donc accéder à la deuxième manche puisque le score est de 14-9. Et effectivement,
l'an dernier. C'était Stef Van Kampenhout qui avait décroché le titre, qui est là donc au coaching pour Stef De Greef, à qui il ne manque plus qu'une touche pour décrocher un nouveau sacre national. Stef De Greef, originaire de Sint-Pietersloo. Alors, peut-être est-ce le moment d'en profiter pour parler de ce masque, hein, qu'on voit le casque sur le visage des escrimeurs. Est-ce qu'on voit tout à fait normalement, on va dire, est-ce qu'on voit bien malgré tout, malgré le port de ce casque? Oui, c'est un treillis. En fait, le masque est placé quand même suffisamment près du visage. Et lorsqu'on est concentré, on n'est vraiment pas perturbé. On voit, maintenant ça limite un tout petit peu la vision, mais pas de manière trop importante. Et ça reprend. Mathieu qui essaye de repartir vers l'avant progressivement, de se loger dans la distance pour terminer. Et il y a une parade et une riposte. Une riposte qui est derrière, mais non valable. Pas de touche. Non valable. Voilà donc pour le masque des escrimeurs. Et puis la tenue, hein, elle est inchangée, la couleur est inchangée. Et c'était le blanc parce qu'avant, ça permettait de déterminer les touches inscrites. Oui, donc avant qu'il y ait le matériel électrifié, c'était ce qu'on appelait, on tirait au mécanique. Et il y avait sur le bout des lames, au niveau de la pointe, des petits morceaux de craie qui pouvaient permettre d'avoir l'impact. Et avant ça, c'était des espaces, enfin des petits picots. Et donc il y avait les traces qui étaient marquées sur la veste. Alors que Stef De Greef s'est dégagé là de l'attaque de Mathieu Nys et est parvenu à toucher pour aller chercher un nouveau sacre national en Floréum. Regardez, c'est magnifique, hein, là, la façon dont Stef De Greef est venu chercher ce point victorieux face donc à son coéquipier en équipe nationale, Mathieu Nys. Ouais, pour qui ça doit être certainement encore une fois une déception d'échouer en finale. Mathieu. Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas encore eu de titre en senior. Maintenant, il est confronté à une génération très forte avec les deux Steph qui multiplient les titres en fait depuis de plusieurs années. Et Mathieu, je pense que c'est la deuxième fois qu'il est vice-champion de Belgique en niveau senior. Ces dernières semaines, il n'était pas vraiment en forme. Je pense que sa finale aujourd'hui est quand même un point positif. Surtout en ayant gagné en demi-finale contre Oscar Gödver. Et ici, sur la finale, il y a eu un moment où il est bien remonté, mais finale, sur la dernière partie, il a été dominé en termes de distance. Est-ce qu'il peut nourrir des regrets lors de cette finale, Mathieu Nys? Je pense que le changement de lame là, par Steph à 8-8 et les 2-3 actions derrière où il fait la différence, c'est passé de 8-8 à 11-8 pour Stef De Greef en un minimum de temps, sont des moments où il faut arriver à les gérer un petit peu mieux. Oui, on peut se prendre une touche, peut-être deux, mais en prendre de nouveau 3 d'affilée. À ce moment-là du match, c'est pas nécessairement facile à gérer pour la suite, surtout qu'on a un tireur qui prend en ce moment la confiance, Stef De Greef, et Mathieu qui commence peut-être à tout doucement hésiter parce qu'on arrive à la fin du match. Oui. À 0-0, c'est peut-être un peu moins grave, mais quand c'est à 11-8 ou 12-9, on a de moins en moins le droit à l'erreur, évidemment. Et on le voit sur certains de ces ralentis. L'action, là. Les actions menées par Stef De Greef et Mathieu qui est plus attentiste peut-être et qui se fait surprendre lors d'attaques de Stef De Greef, alors qu'on va revenir à une interview avec vous, Émile Herman. Interview non pas des finalistes du Fleuret messieurs, mais bien une finaliste tout à l'heure chez les dames. C'était la finaliste malheureuse, Sarah Tessari, je pense. Sarah Tessari, bravo pour cette finale ici à Gembloux pour ces championnats de Belgique. Raconte-nous un peu comment s'est passée cette finale pour toi. Une défaite, mais tu t'es bien battue. Merci beaucoup. C'est très joli, je l'aimais. C'est ma première fois que je fais ce type de finale. Et j'espère pour la prochaine compétition, pour les U17 ou 20, que je vais faire cette chose.
L'objectif, c'était de venir ici pour ces championnats de Belgique et acquérir le maximum d'expérience. Oui, avec Ludmila qui m'a aidé beaucoup et mon maître en Italie. Et je pense, oui, j'espère que je gagne la prochaine compétition. Comment tu as abordé la journée? Tu as été un peu stressée ou sereine? Avec les poules, je suis un peu tranquille, mais avec les premières quatre, la demi-finale et la finale, je suis très nerveuse. En poule, tu avais justement réussi à battre Raphaël 5 points à 4, si je ne me trompe pas. Ça te permettait d'avoir d'être sereine quand même pour la finale et essayer de faire le maximum. Oui, c'est juste 5-4. Pour moi, je pensais qu'on a plus ou moins le même niveau, mais je pense parce qu'elle est plus grande, elle a un peu plus d'expérience de moi. C'est quoi le programme pour toi encore cette saison? Donc, je veux m'entraîner beaucoup. J'espère que je la veux rencontrer en amour, quelque chose pour la battre une autre fois. Bravo en tout cas à toi, Sarah. Merci beaucoup. Ouais, et Sarah Tessari, on le rappelle, hein, très jeune, 16 ans seulement. Et quelle belle maîtrise du français. Hein. Ah oui, incroyable. Elle est arrivée en Belgique dans le courant de l'année 2025. Elle maîtrise vraiment notre langue, je ne vais pas dire à la perfection, mais ça s'en rapproche. Oui, peut-être également que la pratique de l'escrime aide, peut-être, je n'en sais rien, les athlètes internationaux avec des règles édictées en français à peut-être développer plus facilement des facultés dans notre langue. Oui, mais je pense surtout que c'est le fait d'être à l'école et de devoir aller au cours en français. En plus, au club à Charleroi, évidemment, elle est confrontée à tous des athlètes on les voit ici à l'écran, qui sont tous des francophones. Alors, Émile Hermand, vous êtes avec Steph De Greef, le champion de Belgique 2026 en fleuret messieurs. Steph, raconte-nous quel est ton sentiment après cette finale rondement menée? Heureux, hein, vraiment, ça fait quand même un petit moment. Et, j'ai du mal à retenir mes larmes parce que le 5e titre, c'est quand même beau. Ça fait longtemps, ça fait un petit moment, ça fait 2-3 années que je ne l'ai plus gagné. Et donc, en plus, le niveau, il monte chaque année. Il y a des jeunes qui remontent, mais aussi avec l'équipe, hein, le top 4 que vous allez voir sur le podium. C'est une équipe fusée avec qui on a un projet pour aller au JO. Et on voit le niveau monter, même quand on est dans le groupe. Donc, c'est génial de pouvoir être le meilleur aujourd'hui parmi mes coéquipiers. C'était quoi la clé pour prendre le dessus sur Mathieu? C'était 8-4 pour toi à un moment donné, il est revenu à 8 partout. Tu as douté à ce moment-là ou tu as fait en sorte de prendre une petite pause en changeant de fleuret? J'avais le match en main, hein, avec un 8-4 et là il y a Mathieu qui a fait un changement tactique. De presser un peu plus et aussi moi j'avais un peu plus raté, un peu de malchance peut-être, et donc du coup on commence parfois à perdre un peu confiance dans la lame, dans la pointe, et ça se joue à des détails. Donc, et en plus ça tombait bien si avec ça je pouvais essayer de casser le match pour reprendre le dessus, et ça a bien marché après parce que je remonte, je refais l'écart jusqu'à un 13-8 je pense, et voilà, on finalise le match quand on gagne le match. Comment on aborde une finale comme ça face à un coéquipier qu'on connaît très bien, on connaît un peu sa stratégie, sa manière de fonctionner? Ça joue vraiment sur les détails et des petits moments? Oui, des petits moments, tout à fait. Comme vous dites, on se connaît, on s'entraîne, mais des nombreuses heures. Vraiment, je ne peux pas vous dire combien d'heures on s'est déjà entraîné ensemble, parce qu'on finalement, on n'est pas nombreux en Belgique à avoir un niveau international comme celui-ci. Et donc, du coup, on se connaît par cœur. Parce qu'on fait ce match-là, on le fait chaque semaine 2-3 fois en fait. Donc c'est vrai qu'il faut venir au championnat de Belgique avec quelque chose que les coéquipiers n'ont pas encore vu ou ne s'attendent pas du coup. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que j'ai bien pu faire ça, j'ai bien pu trouver des petites choses qui les embêtaient un peu, de les placer de temps en temps quand c'était inattendu. Et là-dessus, c'est surtout là-dessus que je suis très satisfait et fier de ma part d'avoir pu le faire et réussir à le faire comme ça. Ouais. Une dernière question, c'est donc un sacre individuel pour toi aujourd'hui, mais il y a vraiment cette ambition de créer un projet collectif avec tes coéquipiers, notamment pour les Jeux Olympiques qui arrivent ici à Los Angeles. Le projet est là, donc il est déjà formé, il est soudé, on est soutenu par l'ADEPS, tous les 4, donc il y a l'ADEPS qui est derrière nous,
On a fait un stage ensemble avec Team Belgium à Bellec cet hiver. Donc non, il est soudé. Maintenant, on travaille sur l'équipe de tous aussi continuer à s'améliorer individuellement, vu que finalement, ça reste quand même un sport individuel. Mais il y a aussi des épreuves. Ici, vous avez vu la compétition individuelle. Mais au JO, ça sera très important d'être très performant aux compétitions par équipe. Donc ça veut dire que c'est des matchs en relais. Et donc non, et je pense que tous les quatre si ça n'aurait pas été moi, je serais très fier qu'un Stef Van Kampenhout de mon club aurait gagné, ou même un Mathieu. Je leur donnerais vraiment, je leur donnerais pas le titre, mais ils le méritent, quoi. Et ils sont très méritants. Donc l'équipe est là. On travaille maintenant jusqu'à Los Angeles. Parfait, Stef, merci beaucoup en tout cas et bravo. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Beaucoup d'émotions. Évidemment, chez Stef De Greef qui retrouve ce sacre national, je pense, si je ne m'abuse, que le dernier pour lui était en 2022 et ensuite 3 titres pour son partenaire, son équipier Stef Van Kampenhout, qui l'avait remporté en 2023, 2024 et 2025, alors que Émile, vous êtes avec Mathieu Nys, finaliste malheureux de ces championnats de Belgique 2026 en fleuret, messieurs. Mathieu, raconte-nous à chaud ici ton sentiment après cette finale. Une belle finale, tu t'es bien battu, tu étais mené au début, tu es revenu. Tu as vraiment montré un très beau parcours aujourd'hui et une très belle finale. Merci beaucoup. Premier ressenti, c'est un peu la déception parce que je venais quand même pour chercher la médaille d'or, ce qui n'est pas très évident. Il faut quand même se battre chaque touche après touche. Je pense que j'ai, sur certains moments, lâché un peu le match et pas pris assez d'initiative. Et quand je voulais reprendre cette initiative, je me suis un peu allé trop vite, je vais dire, et j'ai pris des touches aussi comme ça. Donc un peu des sensations mixtes. Tu peux quand même être satisfait d'avoir atteint la finale aujourd'hui, un beau parcours toute la journée. C'était un bon parcours, c'était un tableau qui n'était pas la plus facile, avec un de mes coéquipiers que je tire déjà dans le tableau de 16. C'était déjà un très grand match. Après encore 2 grands matchs, encore contre des coéquipiers, donc les gens de mon club, les 3 armes. C'était des gros matchs, je devrais sortir mon meilleur escrime, qui n'était pas évident les dernières semaines pendant les entraînements, et je suis très content que j'ai pu le sortir aujourd'hui. J'ai posé un peu cette même question à Stef, mais comment est-ce qu'on fait pour aborder une finale contre un coéquipier qu'on connaît bien à l'entraînement ? C'est une bonne question. Je pense que c'est toujours de partir de ses propres forces, d'essayer de mettre ton jeu en place et de ne pas te faire prendre par le jeu de ton adversaire. Ce qui n'est pas très évident parce que ton adversaire connaît ton jeu et essaie de remettre quelque chose en place. Donc c'est toujours essayer d'être un pas avant. Quel programme pour toi maintenant cette saison ? Il y a cette volonté aussi avec ce beau projet collectif entre vous pour les Jeux Olympiques de Los Angeles ? Effectivement, donc ici, la prochaine compétition, ce sera une circuit national en France pour se préparer pour une Coupe du Monde au Caire, suivie par une Coupe du Monde en Istanbul, où on tirera aussi par équipe, ce qui est très important pour avoir des points pour le classement mondial. Et ce soir, vous allez faire la fête ensemble quand même ? Non, parce que demain c'est travail, mais non, donc ce soir, ça sera une grande frite, et demain, on reprend les entraînements et voilà. On continue le parcours. Grande frite bien méritée en tout cas, Mathieu. Félicitations et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà donc pour les réactions de Mathieu Nys, finaliste malheureux, une nouvelle fois on va dire, pour Mathieu qui a quand même livré une belle prestation. Il l'a mentionné, il a rencontré quand même pas mal de ses coéquipiers en club durant la compétition, chose qui n'est pas aisée. Non, il faut arriver à gérer ce type de situation. En demi-finale, il a rencontré Oscar Gudbert. Dans le tableau de 16, il a tiré contre Victor Leijnendubus. Il l'a dit, ce n'était pas un tableau facile. Il est arrivé à le gérer jusqu'en finale. En finale, Stef, évidemment, ils se connaissent, ils l'ont exprimé, ils s'entraînent énormément ensemble. Il faut arriver à trouver des petits trucs, des petites astuces pour déstabiliser l'adversaire, les surprendre. Ça veut dire que parfois on en garde un peu à l'entraînement dans le poignet pour justement créer cette surprise lors de compétitions telles que celle-ci. Oui, je remarque de plus en plus, mais c'est intéressant aussi parce qu'ils savent ce qui fonctionne contre un tel ou contre un tel, et donc parfois à certains moments ils disent ok, je vais arrêter de la faire, je sais que ça fonctionne, je la garderai pour peut-être les championnats de Belgique si je dois le rencontrer.
et je fais d'autres types d'actions, même si c'est un peu moins efficace, et qu'éventuellement je perds ce match-là d'entraînement, c'est pas très très grave. Au moins, ils ont essayé de mettre des nouveautés en place, c'est important dans le cadre d'un développement. Et pour les championnats de Belgique, ils auront peut-être un petit peu sous le coude, comme on dit, une action ou l'autre, qui pourront ressortir si nécessaire, quoi. On a l'impression, et d'ailleurs lorsqu'on revoit les images au ralenti, qu'à 8 partout, lorsque Steph De Greef prend donc ce petit répit en changeant de lame, qu'il a été davantage peut-être plus dans l'analyse, dans l'attente, trouver la faille de Mathieu qui allait plus vers l'avant, davantage vers l'attaque. Maintenant, Steph l'a bien exprimé dans son interview d'après-match. Il s'est rendu compte que son adversaire, que Mathieu, avait commencé à changer les aspects tactiques. Et donc, il devait trouver une solution. Et la solution, parfois, il faut se donner le temps de la trouver. Et ça passe par la réflexion, ça passe par de l'analyse, avoir un peu de recul. Mais comme vous l'avez vu, les actions se suivent assez rapidement. Et donc, il faut pouvoir se créer ce temps. Et c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire en demandant pour changer de fleuret, même s'il avait peut-être un petit doute sur son arme. Ça lui a donné du temps de faire cette analyse, de trouver des solutions et de les mettre en place pour la suite. Et il a été terriblement efficace dans les quelques actions qui ont suivi. Oui, Steph De Greef qui retrouve donc ce sacre national après avoir vécu, on l'a dit également, des déceptions, notamment pour la qualification pour les JO de Paris. Mais on le rappelle, cette équipe nationale belge de fleuret, messieurs, c'est certainement, avec Nesser Loyola sur un plan individuel au niveau de l'épée, c'est certainement les plus belles chances de qualification pour les compétitions olympiques dans les années à venir. Alors, la qualification pour les Jeux est extrêmement sévère, c'est extrêmement difficile pour se qualifier aux Jeux. Mais effectivement, il y a un projet au niveau du fleuret masculin avec les 4 tireurs qui seront ici sur le podium, qui sont les 4 titulaires qui ont terminé 4e au championnat d'Europe à Gênes en 2025 et dans le top 8 des championnats du monde à Tbilissi au mois de juillet de la même année. Et il y a un projet pour se qualifier pour les Jeux. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir être aux Jeux, il faut être soit dans les 4 premières équipes mondiales du classement mondial, donc, ou si on n'est pas dans les 4 premières équipes du classement mondial, il faut être la meilleure équipe du continent auquel on appartient, donc nous, le continent européen. Donc, soit on est dans les 5 premiers mondiaux et on est certain d'aller aux Jeux, soit on est un petit peu dépendant des équipes qui sont devant nous. Alors pour l'instant, on est un petit peu en retard parce qu'il y a des équipes comme la Pologne, comme la Hongrie, qui ne sont pas dans le top 4 mondial, mais qui sont devant nous. Mais les tireurs ont déjà montré dans le passé qu'ils sont capables de gagner contre ces équipes-là. On a battu la Pologne en quart de finale à Gênes, au championnat d'Europe. On était à 2 touches de battre la Hongrie, quand même 3e des derniers championnats du monde, de les battre au Japon à une Coupe du Monde au mois de décembre. On perd 45-43 dans le tableau de 16. Donc on montre que contre des tireurs et des équipes de ce niveau-là, on peut faire jeu égal. Et donc ça va être à nous, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, de progresser, Steph l'a dit, de progresser individuellement et collectivement, mais d'augmenter le niveau individuel de chacun pour être le plus efficace possible aussi sur le plan collectif. Et les matchs que l'on perd 45-43, d'aller les gagner 45-43. Et justement, où peut se faire la différence? À quel niveau est-ce qu'on peut encore progresser pour remporter ce genre de rencontre? C'est vraiment sur la faculté à gérer ses émotions dans les moments importants des différents matchs? C'est un tout. Il l'a expliqué tout à l'heure. L'ADEPS nous aide énormément avec des contrastes de sportifs pour les fleurettistes, la défense nationale pour Yolien Kortein et Neisser Loyola, qui leur permet de se concentrer de manière plus professionnalisée sur leur discipline. Les fleurettistes, c'est à mi-temps, les 2 élites défense, c'est à temps plein. Et de développer toute une série de compétences, qu'elles soient au niveau psychologique, effectivement, la maîtrise de ses émotions, la gestion. Sepp Van Hulsbeek en a parlé aussi du self-talk, l'autolangage, le fait de se donner des choses positives, des choses à mettre en place et d'évacuer un petit peu tout ce qui pourrait être pensée parasite et détourner son attention de l'objectif d'aller mettre la touche et d'avoir raison au moment de l'action. Tout ça, mais il y a également la préparation physique, il y a tout ce qui est le travail technico-tactique.
Et puis il ne faut pas oublier, des Steph Van Kampenhout, Mathieu Nys, Oscar Gudver sont des gens qui sont soit aux études, soit travaillent. Et donc à côté de ça, il faut arriver à combiner à la fois cette vie privée, professionnelle, hors de l'escrime et la vie professionnelle d'escrimeur. Oui, ça c'est certain. Alors qu'on voit à l'image le maître d'armes, Eric Hendricks, maître d'armes au cercle d'escrime Les Trois Armes. On va procéder aux remises de prix pour les différents athlètes, tireurs de fleurets et de sabres, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, avec des compétitions qui auront tenu leurs promesses pour certains, des duels un peu déséquilibrés pour d'autres. C'était notamment le cas en sabre chez les dames et chez les messieurs, avec Sepp Van Olsbeek quasiment intouchable et Jolien Kortein également. Chez les dames, ça a été un peu plus disputé au niveau du fleuret, et puis on le savait certainement sur le papier, la finale qui allait être la plus serrée, c'était celle réservée aux fleurets messieurs, des compétitions organisé, on l'a dit, ici au centre sportif de Lorno par le cercle d'escrime Les Trois Armes. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que c'est le cas, avec une discipline qui connaît un peu un renouveau depuis plusieurs années. Et on le sait, on a eu des Olympiens par le passé. On a parlé de Sepp Van Olsbeek. On a également eu un personnage en fleuret qui est Cédric Goy, qui était encore présent aujourd'hui à 51 ans à ces championnats de Belgique. Cédric Goy qui avait obtenu sa qualification en 2004 pour les Jeux Olympiques, c'était à Athènes. Et donc voilà, on a un renouveau, on va dire, depuis peut-être fin des années 90 dans notre pays avec cette discipline qu'est l'escrime. Oui, il faut savoir que l'escrime est un sport quand même historique en Belgique. Avec les Jeux Olympiques modernes, il y avait beaucoup de participation d'escrimeurs belges à ces Jeux Olympiques dans les premières éditions, avec des médailles et beaucoup de résultats. Ça a un petit peu diminué, fortement diminué, fin des années 60-70, avec toujours des participations aux Jeux, mais moins de performances style médaille. Et puis il y a eu toute une période où il n'y a plus de participation belge aux Jeux Olympiques. Maintenant, le contexte pour se qualifier aux Jeux a aussi fortement évolué. Mais depuis 2004, oui, on a eu la participation de Cédric Goy au fleuret masculin, puis en 2016 de Sepp Van Olsbeek au sabre masculin. Et en 2024, nous avons eu Neisser Loyola à l'épée masculine, qui a terminé un magnifique top 8 à une touche d'atteindre les demi-finales. Et au passage, il a quand même battu le numéro 1 mondial de l'époque, Sikosi, un Hongrois. Ça a été des performances assez extraordinaires de sa part. Oui, et je tiens quand même à préciser pour nos téléspectateurs et nos internautes que l'escrime, c'est quand même une des disciplines qui est présente depuis les JO modernes, depuis le début, les tout premiers JO de l'ère moderne. C'était en 1896, au même titre que l'athlétisme, la natation et le cyclisme. À l'époque, c'était en fleuret et en sabre. L'épée a été ajoutée en 1900, mais c'est une discipline qui fait vraiment partie des prémices de l'olympisme moderne. Il faut le rappeler, ça veut dire que c'est quand même une discipline historique sur le plan du sport international. Oui, tout à fait. C'est une discipline qui est présente aux Jeux Olympiques de l'ère moderne depuis ses débuts, avec au fur et à mesure, comme tu viens de l'expliquer, l'ajout de certaines armes. Il faut savoir qu'au début, c'était uniquement les messieurs qui pouvaient participer à ces compétitions d'escrime, et puis qu'ont été ajoutés le fleuret féminin, et puis l'épée féminine, de mémoire en 1996 aux Jeux d'Atlanta. À l'époque, c'était Madame Flessel qui a été championne olympique, et entre-temps, depuis, elle a été, je pense, ministre des Sports en France. Et puis, on a eu l'ajout du sabre féminin, et de mémoire, ça date de 2004 aux Jeux Olympiques d'Athènes, donc c'est encore récent. Ça fait très récent. Une vingtaine d'années seulement que le sabre féminin est présent aux Jeux Olympiques. Donc, et les formats de compétition ont aussi énormément évolué dans le temps pour se moderniser, pour être plus
télégénique, on va dire. J'espère que les téléspectateurs ont apprécié les images aujourd'hui. La discipline continue à évoluer. Il y a des recherches. On voit que Yoline ici a reçu sa médaille d'or et sa coupe. Sa coupe. Oui. Alors que on parlait en ouverture de ce direct, notamment de la façon dont se porte aujourd'hui la santé de cette discipline en Belgique. Eh bien, il y a environ 4 à 5 000 licenciés sur notre territoire, plus de 80 clubs répartis tant au nord qu'au sud du pays. Donc ça signifie que c'est un sport qui reste quand même encore assez pratiqué chez nous. Oui, c'est un sport qui est relativement bien pratiqué chez nous. Maintenant, je pense qu'en tant que fédération, nous devons avoir l'ambition de continuer à avancer, puisque qui n'avance pas recule. Donc nous devons absolument continuer à développer notre discipline, à la fois en termes de nombre de clubs, de nombre de membres par club, la qualité de l'enseignement. Et ça, ce sont toutes des tâches à laquelle la fédération doit s'atteler, en collaboration évidemment avec les clubs qui sont déjà en place. Et sur quels aspects on doit encore travailler aujourd'hui en Belgique au niveau des fédérations, que ce soit les fédérations régionales ou la fédération nationale, pour continuer à développer les 3 armes, l'escrime chez nous en Belgique? Ça, c'est la professionnalisation au sein des fédérations, l'expertise, mais aussi au sein des clubs. Il ne faut pas oublier que dans la plupart des clubs d'escrime, ce sont des bénévoles qui enseignent. Si on prend tout à l'heure, tu as parlé du maître Hendrix, qui est une figure emblématique du club des 3 armes. C'est quelqu'un qui est né dans la vie de tous les jours et qui, sur ses soirées, 3-4 soirs par semaine, ses week-ends, parfois 2-3 week-ends par mois, part à l'étranger pour coacher, enseigne l'escrime à des plus jeunes, enseigne l'escrime à des plus expérimentés comme Oscar et Mathieu Neys, que l'on a vu aujourd'hui. Et donc, la dynamique de notre discipline s'appuie actuellement vraiment sur des bénévoles. Si on veut continuer à avancer, il va falloir quand même, si on compare par rapport à d'autres pays, c'est la professionnalisation. On est confronté à des pays, si je prends la Hongrie, qui n'a pas énormément de membres non plus, ils ont énormément d'entraîneurs professionnels et qui ne consacrent leur temps qu'à la pratique de l'escrime, du suivi de l'escrime, de l'enseignement, du coaching. Et ça, c'est quelque chose qui manque évidemment chez nous. Maintenant, on doit vivre avec notre structure aussi, la structure du sport en Belgique, elle est telle qu'elle est actuellement. Mais je crois qu'on doit essayer de continuer à évoluer et avoir des enseignants qui sont déjà de qualité, mais qui puissent y consacrer encore plus de temps, en pouvant avoir un petit peu de vie privée à côté également. Et lorsque l'on voit, par exemple, que l'équipe nationale de fleuret avec Oscar, Mathieu et les 2 Steph sont soutenus aujourd'hui par un contrat de l'ADEPS, ça va dans ce sens. C'est une bonne chose que des contrats tels que ceux de l'ADEPS aujourd'hui soient accordés aux escrimeurs de notre pays. Oui, maintenant, ce n'est pas nouveau, puisque déjà dans fin des années 90, début des années 2000, il y avait déjà ce système de contrat qui existait et des escrimeurs en ont profité. J'en suis l'un d'entre eux d'ailleurs. Mais c'est clair et c'est sûr que j'avais fait une petite étude alors que Raphaël a reçu la médaille et la coupe. Alors qu'on voit à ses côtés Sarah Tessari, ouais. Et puis sur la 3e marche du podium, Weronika Kozlowska, polonaise de nationalité. Et puis il y avait Mao Reinbold également. Du club de Oui. Du club de Oui, tout à fait. Et donc, oui, pour revenir sur ces contrats, le sport se professionnalise énormément et donc toutes les équipes que nous rencontrons en Coupe du Monde, tous ces tireurs sont des tireurs professionnels quasiment à 95%. Et donc ça veut dire qu'en termes de temps d'entraînement, de temps de préparation, de temps de repos, de récupération, si on ne se professionnalise pas, la course est un petit peu, la compétition est un peu inégale et déséquilibrée. Et donc on est obligé d'aller dans ce sens. Si on reste sur de la non-professionnalisation et de l'amateurisme complet, de toute façon, à un moment, les sportifs s'essoufflent parce que les volumes d'entraînement, les déplacements multiples à l'étranger, le coût aussi que représentent ces déplacements pour les étudiants, faire de l'étalement,
à l'université, ça représente un coût. C'est des années en plus en cote, des Minerval à payer en supplément. Donc tout ça, si, à un moment, il s'essouffle. Et donc la professionnalisation est un passage très intéressant. Mais maintenant, ça n'est que temporaire, évidemment, puisque après la carrière sportive, ils devront aller travailler, gagner leur croûte en s'appuyant sur les diplômes qu'ils auront obtenus dans l'intervalle de temps. Mathieu Nees fait des études de médecine, Oscar Goetver fait des études d'ingénieur de gestion. Et donc, derrière, il y aura une deuxième carrière les concernant. Stefan Kampenhout est déjà dedans. Et des gens comme Neisser Loyola ou Yoline Kortein ont aussi des perspectives différentes après leur carrière de sportif de haut niveau. On a parlé tout à l'heure également d'Amandine Charlier qui se consacre davantage à sa vie professionnelle maintenant également. Et Loïs Jordens du cercle d'escrime Les Trois Armes qui avait obtenu quelques titres en jeune, aujourd'hui se consacre davantage à ses études. On a mentionné Cédric Goy à 51 ans, toujours présent au championnat de Belgique, mais qui évidemment... Un retour, de nombreuses années il n'y avait pas participé, c'est la première année qu'il revient. C'est un retour pour lui. On mentionnait Sepp Van Holsbeek qui va avoir 38 ans, toujours présent, mais moins sur la scène internationale, ce qui est tout à fait logique. Mais une carrière d'escrimeur sur la scène internationale s'étend jusqu'à quel âge ? Alors ça va dépendre un petit peu des armes et des profils des tireurs et du contexte dans lequel ils se trouvent. Il n'est pas rare d'avoir des escrimeurs à 35, 40 ans qui sont encore sur la scène internationale et qui prestent. Par exemple dans l'équipe, alors que Sepp Van Holsbeek reçoit sa médaille là. Applaudi en grande pompe évidemment, notamment par Lester Kervers, finaliste malheureux, qui fut donc deuxième de ces championnats de Belgique 2026. On le voit sur la troisième marche du podium. Cédric Volkart et Philippe Jacques, qui était le seul francophone de ces demi-finales de sabre, messieurs. Tout à fait. Et donc pour revenir sur les âges, des tireurs d'une quarantaine d'années sont encore tout à fait capables de prester au plus haut niveau, parce qu'au-delà des aspects physiques que l'on peut voir, il y a aussi tous des aspects d'expérience, de tactique, de technique. Et ça se perd un petit peu moins avec l'âge. Okay, on est peut-être un peu moins vif, un peu moins explosif. Mais si on arrive à bien gérer les temps morts et les temps tactiques, on voit un Djokovic en tennis ou un Federer en tennis qui ont réussi à durer alors qu'en phase 2, alors que c'est un sport extrêmement physique malgré tout. Mais c'est parce qu'il y a tous ces aspects d'expérience, de gestion des temps importants. En escrime, c'est pareil. Donc, on a en Pologne un tireur qui a 41, 42 ans, qui s'appelle Rashki, qui est dans l'équipe de Pologne et qui, l'année passée, faisait encore top 8 au dernier championnat d'Europe individuel. Donc, maintenant, il faut avoir un contexte qui permet de vivre de sa discipline. Oui, et puis... Sepp Van Holsbeek le disait, aujourd'hui à 38 ans, c'est plus compliqué de rester concentré, de devoir s'échauffer à nouveau après chaque assaut, chaque rencontre. C'est des longues journées quand même pour un escrimeur parce que ça se déroule généralement sur un seul jour. Alors, au niveau national, en tout cas. Au niveau national, c'est sur un seul jour. Les fleurettistes ont commencé à 9h30 leur compétition aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils étaient au plus tard à la salle à 8h pour pouvoir s'échauffer. Ça veut dire que s'ils ont un trajet d'1 heure de route, ils sont probablement debout depuis 6h du matin pour se rendre sur le site de compétition, s'échauffer. Un premier tour de poule, un deuxième tour de poule, des tableaux, des temps morts, des temps où il faut se réactiver. Et effectivement, à l'âge de Sepp, une fois qu'on a un certain âge, on ne peut pas dire « Ok, j'ai eu un match précédent, je ne dois pas trop me réchauffer pour le match suivant ». Non, on risque la blessure. Et donc, il faut mettre en place ces routines d'échauffement, ces routines de concentration. Il l'a expliqué aussi tout à l'heure. Et donc, voilà, ça demande de la rigueur. Je crois que tous les tireurs ici présents qui sont sur le podium connaissent ces routines, les mettent en place. Et c'est ce qui leur permet d'être le plus efficace. Alors qu'on voit ici la remise des prix pour le fleuret homme avec Stefan Kampenhout et Oscar Goetver. Demi-finalistes malheureux face respectivement à leurs partenaires coéquipiers d'entraînement de club.
Mathieu Neis du cercle d'escrime Les Trois Armes, à nouveau finaliste. Malheureux Mathieu, qui n'en garde pas moins tout de même le sourire et le fair play, la sportivité, puisque il y a encore des grosses échéances, des échéances importantes pour notre équipe nationale de Fleuret, avec des Coupes du Monde à venir, notamment au Caire et en Turquie, à Istanbul. Oui, avec des épreuves par équipe. Donc, ce seront les 2 dernières épreuves par équipe de la saison, avant les championnats d'Europe qui auront lieu au mois de juin et les championnats du monde qui auront lieu au mois de juillet. Championnat d'Europe en France, dans la région parisienne, à Antony. Championnat du monde un peu plus éloigné, à Hong Kong. Donc là, ça nécessitera un petit déplacement un peu plus long et de la climatisation par rapport au décalage horaire. Mais pour Neisser, Loyola, Haug van Dingenen, Jolien Kortein, un programme analogue sans les épreuves par équipe, mais des échéances de Coupe du Monde qui sont toutes proches et ces grands championnats de fin de saison qui seront également très importants dans les prochains mois. Oui, tout à fait. Et vous parliez de ces mondiaux qui se dérouleront à Hong Kong alors que Steph De Greef reçoit son trophée, sa coupe. Et ça fait partie aussi aujourd'hui de l'escrime du 21e siècle, une mondialisation de cette discipline avec des nations dominantes qui sont plus diverses qu'autrefois. Il y a toujours l'Italie, la France, la Hongrie, mais il y a aussi maintenant la Corée du Sud, le Japon. On voit des tireurs stars sur le niveau mondial en épée. Il y a des Hongrois, il y a des Français, mais au fleuret, il y a des Américains, des Italiens au sabre, il y a même des Géorgiens. Qui sont maintenant triple champions du monde ou que sais-je, qui ont des grandes distinctions, en tout cas au niveau mondial. Ça signifie que ça se développe un peu partout quand même aujourd'hui, ce sport. Ah oui, tout à fait. L'escrime sur ces 25-30 dernières années a énormément évolué avec une internationalisation importante. Au fleuret, les 2 derniers titres olympiques ont été gagnés par un tireur d'Hong Kong à l'individuel. Le Japon est champion olympique par équipe. Ça va être l'hymne national. Je ne sais pas si on continue. On va écouter l'hymne national. Pour la Brabançonne qui retentit ici au centre sportif de l'Ornaud à Gembloux. On va proposer à nos téléspectateurs et internautes une petite compilation des différentes finales qui se sont déroulées donc ce dimanche après-midi. On le rappelle, le sabre dames, fleuret dames, sabre messieurs et fleuret messieurs, avec pour commencer justement la rencontre de sabre dame entre Jolien Kortein et Charlotte Ross, a largement dominé et remporté par Jolien Kortein, évidemment habitué de ces rendez-vous, habitué au titre de championne de Belgique. Jolien Kortein qui a vraiment dominé de la tête et des épaules cette finale. Oui, tout à fait. Donc pour Jolien, c'est un renouvellement d'un titre qu'elle a déjà obtenu à de nombreuses reprises. Elle a, de mémoire, elle a 24 ans, bientôt 25 ans. Donc elle a encore, 24 ans, effectivement. Elle a encore pas mal de championnats de Belgique à venir pour elle. Ici, on revoit les images de la finale de fleuret entre
Raphaël Gorni et la jeune italienne Sara Tessari. Et justement, Raphaël Gorni qui a dû patienter un peu pour rentrer dans son assaut, pouvoir un peu jauger son adversaire qu'elle ne connaissait pas, qu'elle affrontait pour la première fois. Alors ça a été serré en tout début d'assaut, on le voit là, c'était 3 partout et puis elle a réussi à hausser le rythme, à trouver la faille dans le jeu de son adversaire et finalement s'imposer très logiquement. Elle l'a expliqué, elle avait perdu contre elle dans les tours préliminaires en poule, donc 5 touches ça peut aller un peu plus vite, mais en 15 on a un peu plus de temps pour trouver des solutions, s'adapter, mettre en place certaines choses. Et donc elle a cherché un petit peu sur 4-5 touches, et puis une fois qu'elle est passée devant, elle a vraiment créé l'écart et puis elle a déroulé. Je pense que la victoire est nette 15-6. Je pense qu'à partir du moment où elle a eu quelques touches d'avance, ça n'a vraiment plus posé trop de problèmes à ce niveau-là. Alors que là, on revoit également la finale entre Sepp Van Holsbeek et Lester Curvers. Finale aussi à sens unique. Évidemment, 15-8. Même si Lester Curvers a vraiment montré de la détermination jusqu'au bout. Même à 2-8, comme on le voit actuellement sur ces images, il n'a pas abandonné. Il y croyait toujours, même si fatalement face à l'ogre Sepp Van Holsbeek, lorsqu'on est mené de plusieurs points comme cela, ça devient très compliqué. C'est très compliqué, mais encore une fois, il faut se battre jusqu'au bout. Il faut se battre sur chacune des touches, chacun des points. Et puis, on verra bien où ça mène. Mais pour revenir sur des remontées comme ça, c'est pas rare d'avoir des tireurs qui ont 6-7 touches de retard et puis finalement arrivent à gagner le match. Donc il faut toujours y croire, il faut toujours tenter le maximum, mettre les choses en place pour y arriver. Et puis, si c'est perdu et le match s'arrêtera là. Mais il faut vraiment tenter sa chance et c'est des choses que l'on essaye d'enseigner à nos sportifs. C'est la persévérance. Continuer à s'engager, c'est une valeur importante dans le sport de haut niveau, de pouvoir, malgré les difficultés, continuer à s'engager, continuer à essayer pour être le plus performant possible. Et Lester Curvers en a fait preuve. Oui. Aujourd'hui, évidemment, un peu comme Mathieu Neis, qui avait été malmené en début d'assaut face à Stef De Graef, mené de 4 points, 8-4. Il était parvenu à résorber son retard, à revenir à 8 partout. Moment choisi par Stef De Graef pour récupérer un peu en changeant de lame. Et ça a été un changement payant pour lui. Ça lui a permis de se reconcentrer, de se recentrer, de souffler. Notre ami Stef De Graef qui a fini par s'imposer 15-9. Ça signifie qu'il n'a plus laissé qu'une touche à son adversaire. Et lui est allé en chercher 7. Oui, tout à fait. Pratiquement d'affilée. Donc vraiment Stef De Graef qui a haussé également, s'est recentré, a trouvé la faille, a tenté de se reconcentrer sur son jeu également, d'aller chercher la faille dans le jeu de l'adversaire, donc de Mathieu Neis. Alors que là, nous avons une nouvelle finaliste malheureuse aux côtés d'Émile Hermand à l'interview. Il s'agit de Charlotte Ross, battue donc sèchement, on va pas se mentir, par Jolien Kortein sur le score de 15 touches à 1. Mais un très beau parcours pour Charlotte Ross qui est à vos côtés, Émile. Oui, voilà, on va faire l'interview en néerlandais avec Charlotte. Charlotte, hoe voel je na deze finale tegen Jolien? Ben jij tevreden voor deze eerste ervaring voor u hier met de Saber Vrouwen seniorenfinale? Ik ben wel blij van de dag en de finale tegen Jolien had misschien wel iets beter moeten zijn. Maar alhoewel dat ik wel vind dat ik oké heb geschermd, ook tegen Jolien zelf. Ik heb gewoon alles gegeven waarin zat. En Jolien heeft dat ook supergoed gedaan, maar ik ben wel blij met vandaag. En hoe voel je tijdens de dag? Was er altijd stress of was het ook had je ook een mooie feeling? Ik had wel in het begin best veel stress toen ik startte aan mijn poules.
En dat voelde ik ook in mijn schermen, dat was niet zo heel goed. En dan de uitschakelingen gingen wel veel beter. Dan had ik ook wel echt veel vertrouwen gekregen van meester Paul. Die had mij allemaal goede dingen gezegd. Dus dan dacht ik, oké, gewoon resetten en opnieuw beginnen. En dat is wel gelukt, denk ik. Dus ik kon wel starten aan mijn uitschakeling met een ontspannender gevoel dan ervoor. Wat is het programma voor u nu? Heb je andere toernooien? In mei, eind mei, is er BK U20. Dus daarvoor ga ik nu beginnen trainen en mijn best doen. En hoop op het beste. Dankjewel Charlotte en al de beste voor de reste van je seizoen. Ja, dat is heel lief. Dank je wel. Charlotte. Je vais faire la petite traduction pour vous, chers téléspectateurs. Charlotte, qui est naturellement satisfaite de cette belle expérience, elle aurait espéré une meilleure finale avec un meilleur résultat, mais voilà, cela fait partie du jeu. C'est une belle expérience pour elle. Et puis, on pourra la retrouver très bientôt pour les championnats du monde U20, très prochainement ici. Dans quelques semaines, voilà. Donc voilà, une belle expérience pour elle et elle reviendra naturellement l'année prochaine. Eh bien, merci à vous, Émile, pour cette interview. On l'a senti, un sentiment un peu mitigé quand même du côté de Charlotte Rosse, malgré la fierté d'atteindre cette finale. Oui, perdre sur le score de 15-1, ce n'est jamais agréable, évidemment. Je crois qu'elle peut être satisfaite quand même de sa journée. Elle a dit qu'elle avait démarré sa journée de manière un peu difficile, avec quand même pas mal de stress. C'est quand même une composante qui revient très souvent chez beaucoup de sportifs. Donc cette gestion des émotions. Et derrière, elle a pu se libérer un petit peu plus. Bon, la finale est allée en sens unique. Lynn a le niveau qu'elle a. Et elle, pour la petite histoire, donc les prochains objectifs seront bien les championnats de Belgique U20. Oui, U20 et non pas championnat du monde. Mais encore merci pour la traduction presque simultanée. Ouais, super de la part de notre collègue Émile Herman, qu'on remercie chaleureusement pour toutes ces interviews réalisées après les assauts et donc interview des finalistes en fleuret et en homme, messieurs, dames, hommes, en fleuret et en sabre. Je vais y arriver. Il me reste à vous remercier, Marc Pichon, d'avoir été à mes côtés, à nos côtés, pour suivre donc en direct ces finales des championnats de Belgique d'escrime 2026, fleuret et sabre hommes. Mesdames, merci beaucoup. Merci à vous, merci Thomas. C'était une belle expérience pour moi. C'est la première fois. Donc j'ai apprécié vivre ce moment en votre compagnie. J'espère qu'on pourra réitérer cette prestation. Merci également à toutes les équipes présentes aujourd'hui, à la technique. Merci à tout le monde. Merci également au Cercle d'Escrime Les Trois Armes pour son accueil. On se retrouve bientôt sur votre média de proximité sur Asport. Belle fin de week-end à vous et à bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde.